Bonsoir Aurore, bonsoir Monsieur Frati. Merci d'avoir pris de votre temps pour participer ce soir à un débat Twitch, débat qui est un peu nouveau, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en général, j'étais avec un collègue ou une collègue de la majorité ou un membre du gouvernement. Aujourd'hui, on va avoir Grégoire Frati, qui était membre de la Convention citoyenne, donc avec un débat riche. D'un côté, le législateur, d'un autre côté, les personnes qui ont fait les propositions. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir des visions différentes et permettre à chacun d'avoir une vision globale du travail du législateur, mais aussi de comment construire là pour répondre aux attentes de la Convention citoyenne, je l'espère, et Monsieur Frati nous le dira. Je n'ai pas de doute là-dessus. Avant de commencer, c'est vrai qu'on a l'habitude sur cette chaîne de se tutoyer. Alors, autant pour Aurore, ça fait maintenant 4 ans que nous travaillons ensemble, on est habitué. Mais pour Monsieur Frati, je ne sais pas si ça vous pose un problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Super, je te remercie. C'est vrai que c'est l'habitude un peu sur Twitch. Ce que je peux vous proposer avant de rentrer dans le vif du débat, c'est peut-être de se présenter. Commencer peut-être par Aurore. Bien sûr, tout le monde sait que tu es député, mais sur le texte climat et résilience, tu avais un rôle particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait ton travail sur ce texte-là? Bonjour à tous déjà, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est une première pour moi sur Twitch, donc ravie de me livrer à l'exercice. Je suis sur le texte, le projet de loi climat et résilience qu'on appelle un rapporteur. Rapporteur d'un texte de loi, ça veut dire qu'au sein d'une commission de l'Assemblée nationale, on va désigner des parlementaires, des députés en l'espèce, qui vont être la voix de la commission, qui sont plus la voix de leur groupe politique, ils sont pas non plus la voix du gouvernement. Ils sont ceux qui vont porter la voix de l'ensemble des députés, des arbitrages, en fait, des votes qu'on aura eus pendant la commission. Donc, c'est nous qui menons au préalable les auditions, c'est nous qui menons, en fait, les débats pendant l'examen en commission, puisqu'on a d'abord un examen en commission, et puis après, quand on arrive dans l'hémicycle, en séance publique, c'est nous qui délivrons les avis en lien avec ce qu'on aura du coup déjà voté, examiné pendant la période de la commission. Super. Grégoire, pareil, donc toi, tu fais partie des citoyens qui ont été tirés au sort. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, ce tirage au sort? J'imagine que tu as dû recevoir un coup de téléphone, un email, quelque chose. Voilà, quelles ont été les différentes étapes, dans un premier temps, pour le fait que tu sois choisi? Puis après, comment ça s'est passé physiquement? Tu es allé à Paris, voilà, tout ça. C'est vrai que peu de personnes le connaissent, et puis finalement, je crois qu'on est tous curieux pour savoir comment ça s'est passé. Bonsoir à tous, merci Denis de m'avoir convié à ce Twitch. Donc moi je m'appelle Grégoire, donc j'ai 32 ans, je suis normand, pour me situer un petit peu, je travaille dans la formation professionnelle, rien à voir avec le climat, et ouais, un beau jour j'ai reçu un texto. Moi j'ai reçu un SMS qui me disait, voilà, vous avez été tiré au sort pour la Convention citoyenne pour le climat, merci de nous répondre. J'ai cru que c'était un spam, une pub, donc j'hésite à envoyer stop, justement, en me disant, bon, bah voilà, encore un énième SMS qui vient me demander des trucs ou d'acheter je sais pas quoi. Puis après, bon, allez, par acquis de conscience, je vais vérifier sur Internet et je me rends compte que non, ça vient du gouvernement. Donc bah voilà, je réponds sans du tout savoir ce que c'est que la Convention citoyenne pour le climat, sans du tout avoir des connaissances sur les questions climatiques ou environnementales. Et puis je dis oui, on va dire plus un peu par civisme, plus par envie de savoir de quoi il en retourne que par conviction profonde pour la thématique. Pour être tout à fait honnête, j'aurais préféré une Convention citoyenne sur l'emploi, sur le travail, autre chose, je me serais senti peut-être plus à l'aise. Mais bon, voilà, j'ai été tiré au sort, donc ouais, ça a duré 9 mois, 9 mois de travail où, avec 149 autres citoyens, bah, on a travaillé, on a construit des propositions, on a partagé une ambition commune, on s'est engueulé parfois, on s'est pas tapé dessus, mais on a fait des propositions concrètes, des propositions qui étaient ambitieuses, qui le sont toujours et qui, bah voilà, ont donné lieu à beaucoup de discussions ensuite politiques. Certaines de nos propositions se retrouvent notamment dans la loi climat résilience, et puis d'autres propositions attendent encore, on va dire, des transcriptions, que ce soit à l'échelle locale, voire à l'échelon européen. D'accord. Et physiquement, c'était où t'as été, tes frais de déplacement ont été pris en charge? Comment ça s'est passé? Alors en fait, ouais, pour la logistique, donc ça se passait sur Paris, au Conseil économique, social et environnemental, la troisième chambre de la République, qui est assez en fait inconnue. Moi-même, en tant que citoyen, je ne la connaissais
peu, voire pas du tout. Donc c'est cette troisième chambre, c'est au Palais de Diana dans Paris. Donc c'est cet endroit, il y a un grand hémicycle où on se retrouvait, où on débattait, en fait comme les autres parlementaires. Et ensuite, au niveau d'effraiement, choses comme ça se passait sur les week-ends. Et on était donc pris en charge, transport, hôtel, et on était défrayé de manière similaire au jury d'assises, c'est-à-dire 80 € par jour. C'était voilà une manière de dire voilà pour votre temps et c'est les mêmes quotas que les jurés d'assises. À savoir qu'aujourd'hui en fait il y a un petit flou institutionnel, hein, le statut de citoyen tiré au sort n'existe pas. Donc il y a eu un peu du bricolage, je crois, par le Conseil économique, social et environnemental pour nous faire rentrer dans des cases, pour voilà nous permettre justement d'avoir du temps, d'avoir des lettres pour permettre à nos employeurs de nous laisser travailler pour le climat. Parce que quand on est convoqué du vendredi matin au dimanche soir, faut déplacer les réunions du vendredi, il faut s'arranger avec les collègues, faut que l'employeur soit d'accord. Donc voilà, il y avait plein de logistique à mettre en œuvre. Mais pour ça, on va dire que le Conseil économique, social et environnemental nous a vraiment beaucoup accompagnés et nous a permis, nous, 150, de pouvoir travailler sereinement. Ok. Je dis aux personnes qui sont présentes de poser des questions. Tiens, la première, pour pouvoir faire des propositions, vous avez dû suivre des formations sur le sujet du climat si vous ne connaissez pas ce sujet. Est-ce que toi, tu as reçu des formations Est-ce qu'on t'expliquait des choses? Oui, alors, comme je le disais, moi, je suis arrivé en ayant aucune information sur la question climatique. C'est pas ma sphère d'activité professionnelle. C'était pas quelque chose qui personnellement m'attirait. Donc oui, on a été formés. Et c'était vraiment une acquisition de compétences fortes qu'on a eues. On a rencontré les experts du GIEC, on a rencontré des scientifiques, des élus, des ONG, des entreprises. On a eu à peu près 200 à 250 intervenants qui sont venus justement nous expliquer, nous raconter ce que c'était que le dérèglement climatique, quels étaient les freins pour lutter contre ce dérèglement climatique, quelles étaient potentiellement les propositions qui pouvaient émerger, et ça nous a permis ensuite, avec cette ambition commune et cette connaissance du coup des faits, de pouvoir poser des propositions derrière. D'accord. Consommer, c'est pour l'alimentaire ou autre? Je vais peut-être laisser Aurore répondre à cette question. Oui, bien sûr. En fait, c'est pour l'ensemble de la consommation. Donc, c'est pas uniquement la consommation alimentaire ou des produits agroalimentaires, c'est pour tout. Donc, en fait, ce qu'on a essayé de mettre dans ce titre, on dit qu'on a plusieurs titres en fait dans un projet de loi. Et ben, c'était d'abord de commencer par là en disant aujourd'hui, les Français ils veulent consommer différemment. Ils veulent surtout savoir qu'ils consomment. Ils veulent avoir le choix. Ils veulent pouvoir le faire de manière éclairée. Et aujourd'hui, en réalité, on ne sait pas toujours parce que sur le packaging des produits qu'on trouve, sur la publicité, on n'est pas du tout accompagné dans nos choix ou parfois on nous trompe même en faisant croire qu'un produit a des valeurs environnementales qu'il n'a pas. Et donc l'idée, c'était d'arriver à faire un peu le tri de tout ça et à se dire, OK, demain, on va mettre en place ce qu'on appelle un affichage environnemental. Vous avez peut-être l'habitude de voir maintenant sur le packaging un Nutri-Score. Le Nutri-Score, vous savez, c'est ces lettres A, B, C, D, E avec des codes couleurs qui permettent de savoir quel est l'apport nutritionnel en fait de ce qu'on consomme, de ce qu'on mange en l'occurrence. L'idée, c'est d'avoir la même chose, mais sur la question environnementale. Est-ce que ce qu'on achète, c'est bon ou pas pour l'environnement, bon ou pas pour la biodiversité, bon ou pas pour la consommation des ressources naturelles. Et donc, c'est ça qu'on a mis en place. Mais donc, c'est pas que sur l'alimentaire, c'est aussi quand j'achète ma machine à laver, c'est quand j'achète un téléphone portable. L'idée, c'est vraiment que sur tous les biens de consommation, je puisse savoir concrètement ce qu'il en est. D'accord. Là-dessus, Grégoire, tu as fonctionné comment sur ce sujet-là? Pareil, tu as écouté, tu as eu des propositions qui t'ont été faites par différentes personnes. Comment vous avez abordé le sujet justement consommer? Alors en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les 150 citoyens étaient répartis en 5 groupes de travail. Il y avait consommer, mais il y avait produire et travailler, se déplacer, se nourrir, se loger. On était répartis par tirage au sort, c'est-à-dire qu'on ne choisissait pas sa thématique de travail principale. Vous, j'imagine que en tant que parlementaire, quand vous choisissez vos commissions, vous allez là où va votre intérêt professionnel ou personnel. Pour nous, citoyens, non, c'était du tirage au sort. Ensuite, dans chacun de ces groupes de travail, on a fonctionné en rencontrant des experts et ce qu'on aimait bien faire, c'était les mettre en confrontation. C'est-à-dire que, voilà, dans Se déplacer, on faisait confronter Priscilla Ludowski et Louis Gallois. Donc Gilets jaunes contre le patron de PSA. Pour la consommation, c'est pareil. On faisait se rencontrer des experts, on va dire, du petit commerce et des experts de la grande distribution. Ça nous permettait ensuite, comme ça, de nous forger des avis, de nous forger des pistes,
des pistes qui ensuite méritaient d'être creusées, avec encore une fois, des experts, des techniciens, des juristes pour voir ce qui était faisable, ce qui existait déjà dans certains territoires et pas dans d'autres, ce qui existait à l'étranger et ce qui existait en France ou ce qui avait été au contraire mis de côté dans précédentes législatures. Et c'est avec ça que nous avons pu arriver à établir nos propositions. Nos propositions, effectivement, on n'a pas inventé la poudre, on n'a pas sorti des choses de notre chapeau en se disant chouette, on a l'idée magique, géniale, à laquelle personne n'a jamais pensé. On a repris des propositions et on les a articulées différemment. C'est peut-être là où on va dire on a notre plus-value citoyenne, notre bon sens citoyen qui nous permettait de prendre ces propositions, de les proposer d'une manière un peu nouvelle pour qu'elles puissent être effectives pour lutter contre le dérèglement climatique. D'accord. Une question, je pense, pour toi, Aurore, même si c'est pas forcément une question, c'est plus une affirmation, c'est une personne qui serait curieuse de savoir quelle note sera mise sur les téléphones portables. Alors, je ne peux pas encore répondre parce que c'est ça qu'on va devoir établir. On va devoir établir une méthodologie un peu claire, justement parce qu'on ne peut pas tout à fait noter de la même manière par rapport à ce que certains disaient tout à l'heure, un poulet de Bresse, par exemple, et un téléphone portable. Donc, il va falloir quand même qu'on ait une méthode un peu différente. Par contre, ce qu'on veut, c'est savoir quel est l'impact de ce qu'on achète sur la biodiversité, sur le carbone, donc, par exemple des produits importés qui viendront de loin, les métaux rares qui se trouvent notamment dans les téléphones, et ben, évidemment, ça va venir dégrader la note. Donc, en effet, je crains qu'un certain nombre de téléphones n'aient pas une très bonne note, mais ça peut aussi faire en sorte que tout simplement, on les remplace moins souvent. On se dise, OK, on est prêt à acheter ce type de portable parce qu'on en a besoin, parce que c'est utile, mais maintenant qu'on sait exactement quel est l'impact en matière environnementale, bah, plutôt que de le changer tous les 12 mois ou tous les 24 mois, on va peut-être faire aussi d'autres types de choix, ou compenser avec d'autres types de consommation. C'est aussi ça qu'on veut faire. D'accord. On a une question de VP Delca. Comment empêcher les gens qui ont peu de moyens d'acheter le moins cher? Moins cher, souvent synonyme de moins bonne qualité, production organisée autour de la rentabilité, donc pas nécessairement verte. Bon sens ou pas, les gens sans moyens n'ont pas le luxe de leur choix, sauf s'ils font des sacrifices pour leur loisir. Ben, c'est vrai, enfin, je pense que c'est une question que la Convention citoyenne s'est aussi beaucoup posée. C'est-à-dire comment on fait pour faire de l'écologie sans que cette écologie, elle soit punitive, sans que l'écologie, ce soit forcément renoncer à des choix, avoir moins le droit, en fait, de faire les choses qui nous paraissent utiles, essentielles, ou qui sont aussi nos loisirs. Sur l'alimentation, il y a la question de la consommation, mais elle a beaucoup évolué, donc c'est pas uniquement l'achat, c'est aussi est-ce que on achète plus ou moins de plats cuisinés, par exemple, des choses très concrètes comme ça. Plat cuisiné, il va avoir un mauvais Nutri-Score. On sait que nutritionnellement, il est pas bon. Il aura probablement demain un mauvais score environnemental parce qu'il va allier plein de types de produits, probablement aussi des produits importés. Alors que si on achète en proximité dans notre agriculture, en France, on a la chance d'avoir une agriculture qui est durable, qui est beaucoup plus pertinente que la plupart des autres agricultures. Bon, bah déjà, si c'est pas des choses importées, bah, ça sera meilleur pour notre santé. Et en plus, ce sera meilleur pour l'environnement. Et c'est pas forcément plus cher. Donc ça, c'est aussi ça qu'on doit réconcilier, c'est-à-dire comment on réconcilie. Et je crois que c'était même l'objectif même de la Convention citoyenne, c'est-à-dire on a eu un bug, on va dire, avec les Français, qui était au moment de la taxe carbone, parce que on a réduit l'écologie à taxer plus. Et il fallait en sortir. Et donc, comment on fait en sorte, tout simplement, pour que l'écologie, bah, ce soit aussi des choses qui soient positives et qui soient accessibles à tous. Je me permets de rajouter juste un point sur ça, c'est que effectivement, c'était dans notre mandat, nous, de Convention citoyenne, on était censé faire des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Et ça a un petit peu, on va dire, été notre leitmotiv durant tous nos travaux. Et moi, je pourrais citer une mesure qui me tient particulièrement à cœur, qui sera bientôt traitée, je crois, en hémicycle, c'est celle, par exemple, sur les chèques alimentaires. Parce qu'effectivement, les bons produits sont parfois plus chers et effectivement il est plus simple de se nourrir de choses qui sont mauvais pour la planète et mauvais en plus même pour notre santé. Et donc l'idée de la Convention citoyenne, qui était pas une idée encore une fois nouvelle, c'est une idée qui avait déjà été évoquée, c'est de reprendre en fait des chèques alimentaires qui permettront aux Français qui ont déjà des minima sociaux de pouvoir avoir tous les mois un chèque pour pouvoir se nourrir de produits bio, de produits durables, de produits locaux. Et ça permettra de développer déjà des filières, d'aider les agriculteurs, et ça permettra aux familles les plus modestes d'avoir accès à ces produits qui sont meilleurs pour la planète et en plus meilleurs pour leur santé. Voilà comment est-ce qu'on a
nous pris la question justement de l'acceptabilité et de l'accession en fait à ces produits vertueux, parce qu'effectivement il y a un vrai problème, il y a un vrai problème dans le sens des choses. En effet, on a toujours tendance à se dire et à voir que les produits qui sont bons pour la planète sont très chers. Il a fallu régler ce problème. Mais avant de poser les taxes, les malus, on a préféré d'abord emmener les leviers d'accompagnement, les leviers d'incitation, et après on verra pour taxer les produits qui sont mauvais pour la planète. On a voulu prendre la machine dans l'autre sens pour justement mettre la justice sociale au cœur de nos propositions. C'est une question qui est personnelle par rapport à la Convention citoyenne pour le climat. L'analyse, elle a souvent été faite à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y a eu une réflexion à l'échelle européenne pour une stratégie européenne? Je sais que la majorité, la République en marche, pousse pour une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Est-ce que c'est des thématiques que vous avez abordées là-dessus? Puisque c'est vrai que ça ne rentre pas dans un mandat national. Effectivement, en fait, on a une trentaine de nos propositions sur nos 149 qui sont d'ordre européen, dont justement la proposition de taxe carbone aux frontières. C'est-à-dire qu'on a repoussé cette idée de taxe carbone, parce que tout le monde nous dit, oui, vous avez évacué le sujet de la taxe carbone, vous l'avez pas traité. Si, on l'a traité, mais on l'a traité justement du côté européen. Et en fait, puisqu'on parlait de l'alimentaire, on a une trentaine de propositions justement qui font à l'échelle européenne, mais on peut parler par exemple de la réforme de la PAC, parce que qui dit alimentation dit agriculture, dit la réforme de la PAC, et pour ça, c'est pas au niveau français qu'on peut gérer ça, c'est au niveau européen, et en fait, on a un peu dressé déjà une première checklist de points qu'on souhaite voir abordés par la France lors de sa présidence en 2022. Voilà, nous on a eu un engagement du président de la République qu'il allait reprendre nos propositions, qu'il allait les porter à l'échelon européen. On peut parler donc de cette réforme de la PAC, de cette taxe carbone aux frontières, ou pourquoi pas même du crime d'écocide. Mais oui, effectivement, on a réfléchi aux différents échelons, et je pourrais même aller plus loin. On a parlé aussi d'échelon local, c'est-à-dire qu'on n'attendra pas tout forcément de la loi ou de l'échelon européen, mais il y aura aussi des choses d'application locale, et là on regardera un peu plus nos régions, nos départements, voire nos mairies. Oui, Aurore, je crois que tu voulais réagir sur la question d'Anthony, si je ne me trompe pas. Oui, je voyais une question, je crois Anthony que c'est voilà, sur le débat qui a beaucoup animé ces derniers jours suite à la subvention à Poitiers qui a été retirée sur les aérodromes. La maire, elle est souveraine, elle peut décider, c'est un vote en conseil municipal, de changer des modalités de subvention, de dire de fait, oui, on retire une subvention qui est en l'occurrence une subvention de 4 000 euros. Pour la mairie de Poitiers, je crois que c'était pas un gros effort budgétaire dans un sens comme dans l'autre. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est pas ça. Ce qui m'a choqué, c'est l'argument. C'est de dire que le politique demain, puisqu'elle est maire, est là pour régenter les rêves des autres. Et ça, c'est pas ma conception de la vie politique. C'est-à-dire qu'on fasse des choix politiques où on se dit, comme on le fait dans la loi, quand on a une solution en avion, en train, pardon, ça a aucun sens de continuer à prendre l'avion. Donc, si on peut faire un Paris-Bordeaux en avion, en fait, ça a plus de sens. Il faut le faire en train. C'est beaucoup plus, c'est plus économique, c'est plus écologique, c'est mieux pour tout le monde. Et donc, on s'est dit, là, on va carrément le supprimer. On assume de dire que voilà, quand il y a une solution en moins de 2h30 en train, il y aura plus d'avion. Par contre, dire à nos gamins, en fait, vous savez, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on avait des rêves fabuleux qui étaient de voler. Et je crois que c'est un des plus beaux rêves que l'homme ait pu avoir. Il suffit de relire ou de regarder Léonard de Vinci. Par contre, en fait, les gamins de demain, ils auront plus le droit d'avoir ces rêves-là. On va les empêcher de rêver. C'est ça, moi, qui m'a choqué. C'est pas la subvention, qu'elle soit en plus ou en moins. Ce qui me choque, c'est ça. Et en plus, c'était une assoce qui aide des gamins handicapés et qui peuvent justement avoir le bénéfice et le bonheur d'oublier leur handicap parce qu'ils vont monter dans un avion et qu'ils vont se dire qu'en fait, ils sont comme tous les autres gamins et qu'ils ont le droit de voler, même s'ils peuvent pas marcher. Donc, en plus, je trouve que s'attaquer à ce type d'assoce, ça, c'est pour moi de la mauvaise écologie. C'est de l'écologie idéologique et je crois que ça fait pas avancer le débat, en fait. C'est vrai que toi, tu as parlé de culture. Moi, je pense au Petit Prince aussi. Le Petit Prince, on voit cette approche avec l'aviation et je trouve que c'est dommage. À un moment donné, je crois qu'il faut laisser les enfants avoir leurs propres rêves et je crois qu'il faut en aucun cas leur expliquer sur ce qu'ils doivent rêver. Pour Grégoire, on a un retour là sur l'échange qu'on avait sur les propositions à l'échelle européenne. Il y a Idriss avec plein de 7 qui demande est-ce que ces 30 propositions ont des chances de passer dans l'hémicycle européen?
On l'espère que oui, on espère que la France saura être ce moteur pour ces propositions. On a vu d'ailleurs que l'Europe était souvent utilisée comme celui qui bloquait, comme l'élément perturbateur qui empêchait la France d'avancer. Concernant le climat et l'environnement, c'est le contraire. Par exemple, nous, on parle de moins 40%. Là, aujourd'hui, il faut savoir que l'Europe a rehaussé ses ambitions à moins 55%. On le voit, les différents groupes parlementaires au niveau européen sont très ambitieux sur les objectifs climatiques. Et oui, il y a de grands espoirs qu'on peut mettre sur cet hémicycle européen. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. La taxe carbone aux frontières, je pense, pourquoi pas même au crime d'écocide qui fait tant débat chez nous, mais qui finalement au niveau international et européen arrive bientôt et de plus en plus à faire consensus. La réforme de la PAC, je pense qu'elle est partagée par beaucoup de pays. Alors oui, ce sera compliqué, il y aura toujours des blocages, il y aura toujours ces problèmes de temps en temps d'unanimité ou de choses comme ça, mais en tout cas, ce qui concerne les parlementaires européens, ouais, moi je considère qu'il y a de grandes chances que nos propositions puissent passer. Je me permets du coup de refaire un petit retour en arrière pour moi aussi pour faire un petit tour sur l'avion parce que effectivement ça a beaucoup discuté autour de cette notion et moi je suis d'accord et pour le coup moi je vais reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. On propose nous d'investir pour faire l'avion vert. On propose d'accompagner la transformation du secteur. Voilà, on n'est pas contre l'avion, je tiens à le préciser. Néanmoins, effectivement, il faut repenser notre rapport à l'aviation. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit. C'est notre en même temps à nous, on va dire. C'est de dire que oui, il faut soutenir la filière, mais il faut aussi repenser notre mode d'utilisation de l'avion. Donc, comme l'a très bien rappelé Aurore, oui, effectivement, on a obtenu pour 2h30. Bon, nous, on souhaitait qu'à 4 heures de train, jusqu'à 4 heures de train, on puisse se dire que non, l'avion était superflu. Mais du coup, et je vais raccrocher un petit peu avec la proposition de loi climat résilience, avec la notion sur la publicité. Parce qu'on parlait des rêves, on parle aussi de la notion de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut. Et pour le coup, c'est une proposition qui malheureusement n'a pas ou peu été reprise dans la loi climat résilience. C'était notre proposition de réguler la publicité sur les produits les plus polluants. Là, peut-être qu'on espérait quelque chose sur la publicité, c'est-à-dire que oui, mettre des publicités pour aller à l'autre bout du monde aux horaires de grande écoute, peut-être qu'il y avait quelque chose à revoir. C'était pas une manière de brider notre capacité à rêver, c'était plus une manière de repenser notre modèle de consommation. Et là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose qui manque un petit peu pour les conventionnels, ou en tout cas pour le conventionnel que je suis. Nous, on espérait une grande loi E20 qui amènerait justement le climat aux mêmes règles qu'on peut avoir pour le tabac, pour les jeux d'argent, pour l'alcool, parce que c'est mauvais pour la santé également en plus. Donc voilà, donc je pense que le rapport à l'aérien, du coup, je le raccroche comme ça. Oui, il faut le soutenir parce que c'est des centaines de milliers d'emplois. Moi, j'ai une grande partie de ma famille qui travaille dans l'aéronautique, donc je sais très bien ce que ça peut impliquer. Néanmoins, repenser notre rapport à l'aviation, je pense qu'il y a un sujet. Je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas justement évacuer par de vaines polémiques comme on a pu voir justement sur cette histoire de l'aérodrome qui, pour le coup, je suis tout à fait d'accord, est une maladresse totale. Néanmoins, il y a un vrai sujet de fond qu'il faut pouvoir creuser. D'accord. Aurore, une question pour toi. Quel est le rôle des députés sur le projet de loi climat et résilience? Alors, le rôle des députés sur ce projet-là, comme sur les autres, en vérité, alors c'est une méthode un peu différente et un peu nouvelle, hein. On y allait aussi un peu en tâtonnant, nous, parce que Convention citoyenne, c'était jamais arrivé. Donc nous, c'est la première fois qu'on avait un projet de loi qui était d'abord passé par comment dire, la marmite citoyenne au sein de la Convention. Donc nous, c'était pas simple d'arriver à trouver notre place en disant, OK, on a des propositions qui sont issues des 150 citoyens qui ont été tirés au sort et qui étaient volontaires pour y participer. Mais nous, il faut aussi qu'on fasse notre job de parlementaire. Donc, il faut qu'on écoute les avis juridiques des institutions, notamment le Conseil d'État. Il faut qu'on puisse être à l'écoute de toutes les filières qui seraient impactées demain par les décisions qu'on va prendre, parce que c'est toutes les filières industrielles et économiques, agricoles, agroalimentaires, audiovisuelles qui seraient impactées. Donc, c'est légitime qu'on se dise, OK, on est prêt à légiférer, mais il faut quand même qu'on sache quels sont les impacts. Et puis qu'on écoute aussi le Haut Conseil pour le climat, les ONG, les associations environnementales. Donc, notre premier travail, en vérité, il est d'abord de se dire, OK, on a un matériau. Ce matériau, c'est un projet de loi. C'est donc qu'un projet. Et donc, il faut que nous, on le passe au tamis de notre travail parlementaire. Et ce tamis de travail parlementaire, c'est d'abord les auditions. C'est d'abord d'être en capacité de se dire, au-delà des convictions que j'ai, de ce que je pressens,
il faut d'abord que je me mette dans une position d'écoute, d'humilité, où je suis là d'abord pour entendre ce que ceux qui sont concernés ou impactés ont à me dire sur ces propositions. Et une fois que j'ai entendu des avis très différents, alors j'arbitre parce que j'ai un mandat qui est un mandat aussi politique et j'assume de rendre des arbitrages. Donc c'est ça le rôle d'un parlementaire. Et moi j'avais un rôle un peu particulier dans ce cadre de ce projet de loi, puisque j'étais l'une des rapporteurs, donc l'une de celles qui est là pour donner son avis et pour aiguiller en fait le positionnement et les votes de mes collègues en argumentant évidemment. C'est des heures et des heures d'audition et des heures de débat en commission spéciale et en séance. Mais je crois que le vrai premier travail d'un parlementaire, c'est d'arriver à s'extraire de sa circonscription, c'est-à-dire de là où il est élu, des impacts que ça aurait uniquement chez lui, ou même de son propre parti politique, pour d'abord se dire, OK, j'ai ce projet, maintenant, je me mets en position d'écoute, j'assume d'entendre des avis extrêmement différents, et une fois que j'ai pris le pouls de celles et ceux qui seraient impactés, alors j'arbitre politiquement, je délivre mon avis et je vote. Grégoire, quelles sont les relations que tu as eues toi avec les parlementaires, ou quelles sont les relations que la Convention citoyenne a eues avec les parlementaires? Bah en fait, au départ, c'était très compliqué. Mais c'était très compliqué pour les raisons qu'Aurore vient de dire, c'est que c'était un ovni institutionnel. On avait notre place nulle part, on n'existait que sur la volonté du président de la République et une lettre de mission du Premier ministre, et le questionnement autour de notre légitimité était très ardu. C'est-à-dire que les parlementaires nous regardaient un peu en chien de faïence, ils nous disaient mais qui c'est cela, qu'est-ce qu'ils viennent faire, c'est quoi leur légitimité de tirer au sort. Même nous, on avait du mal avec cette propre légitimité, donc c'était compliqué au départ. Et au fur et à mesure que nous, on s'assurait un petit peu de notre légitimité par notre travail, on a souhaité les rencontrer. C'est-à-dire que ce n'est pas prévu dans le cadre de la Convention citoyenne, mais nous, on était quelques citoyens au départ et on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé toquer aux portes des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, au Sénat. On est allé dans nos territoires rencontrer nos élus. Et finalement, en racontant ce qu'on faisait, en venant rassurer sur ce qu'on voulait, sur le fait qu'on n'était pas là pour remplacer qui que ce soit, qu'on était là pour co-construire, qu'on était là pour apporter quelque chose en plus, on a rassuré. On a rassuré au fur et à mesure, et finalement, les rapports se sont plutôt bien faits. On a beaucoup travaillé, je trouve, avec les parlementaires, notamment dans la deuxième phase de la Convention citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a eu les 8 mois de convention, là, on a eu 8 mois de suivi ensuite, où il y a eu des concertations avec les ministères, et donc beaucoup de parlementaires, et on a pu travailler. Moi, j'ai travaillé particulièrement, par exemple, avec des parlementaires de la majorité comme de l'opposition, sur les thématiques du logement, sur les thématiques de la Constitution, par exemple. Et finalement, ça s'est pas trop mal fait. Je mets une petite nuance, c'est-à-dire que c'était un petit peu plus compliqué pour les sénateurs. C'est en train de se faire, le chemin est en train de se faire parce que on continue de mener ce travail, on va dire, d'explicitation déjà de qui on est. Et une fois qu'on a rassuré sur qui on est, on pourra ensuite parler du fond. Mais on sentait qu'il y avait ce besoin de rassurer sur la légitimité des uns et des autres, parce qu'effectivement, il n'y a pas de place institutionnelle pour ces tirés au sort que nous sommes. On a plein de questions. On va tâcher de répondre à tous, mais on est aussi limité par le temps. Anthony Humbé, pour ta question, pas de souci, on te répondra, mais je te propose de le faire à la fin du stream. Mais voilà. Ici, sur ma chaîne, on répond à toutes les questions tant qu'elles sont respectueuses et républicaines. Il n'y a pas de sujet qu'on n'aborde pas. Et d'ailleurs, un vrai sujet extrêmement sensible, Mercosur, pour ou contre? Ah, sur l'accord avec le Mercosur. Exactement, Amérique du Sud. Avec l'Amérique du Sud, donc Mercosur, qui est cette alliance des pays d'Amérique du Sud. C'est un peu les mêmes débats que ceux qu'on a eus, vous vous en souvenez peut-être, sur la question du CETA. Donc, il a été avec plutôt l'Amérique du Nord. En vrai, il faut qu'on accepte de se dire que l'Union européenne, c'est un ensemble de valeurs, mais c'est aussi un marché commun. Et dans ce marché commun, justement, on porte des valeurs. On porte des valeurs environnementales, notamment. On a des normes environnementales au sein de l'Union européenne qui sont bien plus élevées que dans d'autres États ou dans d'autres types de marchés communs. On porte des valeurs sur la question des droits de l'homme, par exemple l'interdiction de la peine de mort. Voilà. Donc, on a quand même des référentiels qui sont très clairs. Mais on est aussi un marché commun qui fait qu'on est aussi dans l'optique de se dire comment on fait croître ce marché pour justement garantir l'export. On a beaucoup parlé tout à l'heure un peu d'agriculture. De fait, nos agriculteurs, ils exportent. On a une agriculture, et tant mieux d'ailleurs, qui est très puissante en France et au sein de l'Union européenne. Donc, on exporte non seulement au sein de l'Union européenne, mais aussi en dehors de nos frontières. Le fait d'avoir des accords qui sont privilégiés, c'est-à-dire qu'en vrai,
on va faire baisser les droits de douane, si on dit les choses, ça permet aussi de faciliter l'export. Pensez à nos viticulteurs, par exemple, qui sont voilà aussi l'identité de notre pays. Eh bien, on a besoin d'avoir des accords qui sécurisent que sur certains types de produits, on va accepter d'avoir des droits de douane qui seront moindres pour faciliter les échanges. Et faciliter les échanges, c'est dans les deux sens. Oui, on va pouvoir importer à des tarifs qui seront moindres, mais on va pouvoir aussi exporter. Et notamment, par exemple, sur la question de l'éthanol, sur la question de la viande, je crois que ça peut vraiment être un atout pour nos agriculteurs, pour nos exportateurs. La question, c'est tout simplement les règles dont on se dote. Il n'y a pas de mauvais accord sur le principe. Il y a juste quelles sont les règles dont on se dote pour être sûr que les normes qui sont les nôtres, les valeurs qui sont les nôtres, elles restent bien respectées. Grégoire, t'en penses quoi, toi, du Mercosur, avant que je donne mon opinion? Bah, pour le coup, au niveau de la convention, moi, je vais pas donner mon avis. Je vais essayer de défendre l'avis des 150. C'était de se dire que tous ces traités internationaux, en fait, on y voyait beaucoup de limites et ces limites étaient très souvent environnementales. C'était en fait une partie qui était malheureusement peu prise en compte ou parfois même pas pris en compte dans la négociation de ces traités. Et nous, ce qu'on demandait, c'était de réfléchir sur un modèle de politique commerciale d'avenir soucieux d'encourager une alimentation saine, une agriculture faible en émissions de gaz à effet de serre, notamment en France et en Europe. C'était de se dire que si on s'imposait des règles fortes, il fallait pouvoir les imposer sur nos importations. C'est une manière de se dire que oui, bah, pour le CETA, il y avait un problème. C'est une manière de se dire que oui, pour le Mercosur, il peut y avoir un problème également. Il faut lever ces freins ou alors ne pas signer. En gros, c'est ça qu'on demandait. C'est plutôt simple, mais c'est assez fort quand même comme positionnement parce qu'en fait, on ne peut plus régir les accords internationaux comme on le faisait il y a 50 ans, parce que aujourd'hui on se pose de nouvelles questions et on se pose de nouveaux objectifs, notamment environnementaux. Les accords de Paris sont signés par presque tout le monde. Va falloir maintenant qu'on les applique, et sinon on les applique, va falloir les faire appliquer chez les autres. Et on va dire que le levier commercial est un levier fort dans la diplomatie. Sur le Mercosur, moi j'ai une vision un peu plus je ne vais pas dire radical, mais d'un point de vue personnel, je ne suis pas favorable aujourd'hui à ce qu'on intègre l'agriculture dans le Mercosur. Pourquoi? Parce que je considère que les règles environnementales ainsi que les rémunérations des agriculteurs créent une concurrence déloyale envers les productions européenne par rapport aux productions d'Amérique du Sud, et qu'il me semble aujourd'hui qu'on n'est pas capable de s'assurer que l'ensemble des productions sud-américaines répondent au cahier des charges européen. Donc, à l'heure actuelle, si le sujet était amené au sein même de l'Assemblée nationale, moi, je voterais de façon négative pour le Mercosur. Et sachant que j'ai voté de façon positive pour le CETA, parce qu'à mon sens, on est sur une production tout autre avec une meilleure traçabilité. On saute du coq à l'âne. Grégoire, comment tu justifies la note de 3,3 sur 10 que la CCC a attribuée ça m'intéresse, au gouvernement? J'imagine que c'est par rapport principalement à l'article 1 de la Constitution, par exemple. Alors en fait, cette note de 3,3, pour moi, elle s'explique très simplement. Déjà, l'exercice qui nous était demandé là, de donner des notes, c'est un exercice déceptif. On pouvait pas donner 10 sur 10, que ça aurait voulu dire que ça y est, le réchauffement climatique c'est réglé, on a fait tout ce qu'il fallait. Nous, notre objectif de citoyen, c'était un peu de secouer le cocotier. On est là pour alerter, on était là pour donner des ambitions. Et on a donné des ambitions fortes qui, aujourd'hui, je pense qu'on peut en convenir entre nous. La réponse donnée dans la loi ou donnée par les décrets ou donnée aujourd'hui n'est pas à la hauteur des 146 propositions qui auraient dû être potentiellement reprises sans filtre. Donc oui, nous c'est ça qu'on a voulu dire. Après, on n'a pas mis un zéro pointé, on n'a pas dit rien ne va. On a dit oui, non. Disons qu'il y a 15 à 20 citoyens qui, quelle que soit la question, ont toujours mis zéro. Et donc ça biaise un peu la réponse. Et se dire que même quand on reprend, je me permets, désolé, mais je me dis quand même quand il y a du sans fil, c'est-à-dire même quand il y a eu quand même le changement constitutionnel qui a été fait sur l'article 1er, c'est pas rien de changer notre constitution et changer son article 1er, même là-dessus. Quand on reprend en sans filtre, il y en a quand même 15 qui ont mis zéro pointé. Donc forcément, ça crée un biais sur toutes les réponses. Donc je dis pas qu'il fallait des 10 sur 10 parce que je comprends évidemment que ça va jamais assez loin ou que c'est jamais suffisant. Mais enfin de là, avoir un zéro pointé, même quand on reprend du mot à mot, de fait là, clairement, ça a bien biaisé. Je suis assez d'accord, et d'ailleurs je l'ai souligné moi-même, quelques minutes après la proclamation des résultats de la Convention citoyenne, je l'ai tweeté, j'ai dit mince, on a une vingtaine de citoyens qui ont mis zéro, ils vont décrédibiliser la mauvaise note qu'on aurait voulu mettre. C'est un peu ça. Mais à côté de ça, effectivement, sur une proposition d'article 1 que moi j'ai beaucoup défendu, moi j'ai mis 10 sur 10 sur cette proposition, parce qu'elle était reprise sans filtre. Effectivement, on peut se dire pourquoi est-ce qu'il y a que 6 sur 10 à la fin.
Et ce qu'on a pu voir, en fait, c'est un exercice un peu politique. C'est-à-dire que ces citoyens qu'on allait chercher, qu'on a fait travailler pendant des mois, à qui on a donné, on va dire, des droits et des devoirs très forts, eh ben, ils se sont certains politisés, ils se sont certains sentis d'avoir pris un bâton de pèlerin et de devoir mener la bataille du climat. Et moi, je peux les comprendre. Je peux les comprendre de vouloir se dire, oui, nous, on est là pour porter une ambition la plus forte possible. Et il y aurait eu 95% de reprises par le gouvernement, on se serait battu pour les 5%. C'est une position de combat. C'est pas forcément la position, on va dire, plus consensuelle que moi je défends, mais parce que je suis un pragmatique dans l'âme, je suis un éternel pragmatique, un éternel modéré. Mais je comprends que certains aient besoin de porter le combat, de porter les propositions jusqu'au bout. Il y a la position du tout ou rien. Moi, c'était pas la mienne, mais certains citoyens ont voulu la proclamer, et je trouve ça bien aussi qu'ils aient pu l'exprimer. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on a relevé avec ces notes qui étaient quand même assez mauvaises, c'est que il va falloir aller plus loin, il va falloir aller plus vite. Et si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et en tout cas, nos propositions, elles n'ont pas de date de péremption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une première marche. Cette première marche, on peut s'en féliciter parce qu'il y a quand même de belles choses dans cette loi. Je suis capable de le dire également. Mais il y a des choses qui manqueront, et il faudra y revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais c'est pas grave. On le fera parce que de toute façon, on n'a pas le choix. J'ai vu passer une question aussi de Lilibet. Salut Lilibet. Que va devenir cette convention après l'adoption ou non d'ailleurs de la loi climat? Du coup, je me permets de répondre. À l'issue de la Convention citoyenne, on a formé une association qui s'appelle les 150, où on regroupe les citoyens de la Convention citoyenne, et cette association nous permet de défendre nos propositions. En revanche, on n'est pas destiné à être des citoyens tirés au sort toute notre vie. Moi, j'en appelle à d'autres conventions citoyennes, j'en appelle à ce qu'il y ait d'autres citoyens qui prennent notre place, parce que ce bâton de pèlerin, malgré tout, il est très lourd. C'est compliqué pour nous de lier nos vies personnelles, professionnelles à tout ça, et moi, je pense qu'il faudrait d'autres conventions citoyennes, il faudrait qu'on pose de nouvelles questions, que ce soit sur le climat ou sur d'autres sujets, pour qu'on continue de faire tourner cette machine démocratique. Les citoyens de la convention citoyenne, forcément, cette histoire nous laissera pas indemnes, et on continuera les engagements, certains dans l'associatif, certains dans le syndicalisme, certains en politique, certains l'ont déjà annoncé d'ailleurs, mais la Convention citoyenne n'a pas pour vocation à rester ad vitam aeternam présente comme un caillou dans la chaussure de tout gouvernement, parce que dans nos positions de nos 150, déjà, on est diverses, et puis citoyen tiré au sort, c'est pas un métier, c'est un engagement ponctuel, temporel. Moi, je serais content de remettre ce tirage au sort dans les mains d'autres citoyens, parce que citoyen lambda j'étais, citoyen lambda, malheureusement pour moi, je ne le suis plus. Combien de temps ça te prend à peu près par semaine, par mois, les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, et le suivi que tu fais en ce moment? On va dire une 20aine d'heures par semaine depuis 18 mois. Donc, en plus du boulot, en plus de la vie de famille et de la petite fille qui demande beaucoup d'attention, c'est compliqué. On va dire que le confinement a peut-être aidé un petit peu dans le fait de toute façon de n'avoir que ça à faire. Mais ouais, c'est presque une 20aine d'heures par semaine, et c'est fatigant, mais c'est tellement passionnant. Là-dessus, en tout cas, on a compris ce que c'était que la chose politique, on a compris ce que c'était que l'engagement, et on comprend pourquoi certains se lancent en politique et se lancent dans ces histoires-là, parce que effectivement, il y a plein de choses à faire bouger, et c'est assez passionnant. En revanche, c'est fatigant et éreintant. D'accord. Aurore, petite question pour toi. Étant de gauche radicale, donc déjà, VP Delca définit son positionnement politique, il est pour la nationalisation complète des transports en commun. Donc, ça va être difficile de s'entendre, en effet. Quant à l'aviation, il est évident qu'il faut des quotas par individu. Donc, des quotas de quoi? Des quotas par individu, je pense que tu as des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2 par citoyen en fonction de peut-être, je sais pas, 1 tonne, 2 tonnes pour les transports par an. Donc 2 questions, nationalisation des transports en commun et quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Ton opinion là-dessus? Alors, bon, sur les transports en commun, évidemment, déjà, ils sont publics pour la quasi-totalité d'entre eux. Ils sont très largement financés, ou alors ce sont des délégations de services publics, c'est-à-dire que ce sont des entreprises privées, mais qui sont financées par les collectivités locales. Donc, on a déjà quand même un cadre qui est très favorable aux services publics, évidemment, en France, de manière générale, mais aussi sur ce sujet-là. Après, si la question, c'est la gratuité qui se pose derrière, la gratuité, ça n'existe pas. À un moment, il y a toujours quelqu'un qui paye. C'est un principe assez simple que ma grand-mère m'a appris, mais qui est toujours valable. Donc, si c'est gratuit parce que c'est pas l'usager qui paye directement, en fait, c'est vos impôts qui vont le payer et qui vont le financer.
ou sont les entreprises dans lesquelles vous travaillez qui vont le financer. Donc, en fait, cet argent, il n'y a pas d'argent magique, donc il va bien sortir de quelque part. Et moi, je ne crois pas à la gratuité, du tout gratuit sur les transports. Moi, je suis élue dans les Yvelines, donc je suis en grande banlieue, moi, pour l'Île-de-France. Et je vois les galères au quotidien qu'on a, tout simplement, pour pouvoir nous rendre à Paris. Et on nous a bien complexifié la vie pour nous rendre à Paris. Ça n'a pas vraiment réduit, d'ailleurs, les gaz à effet de serre à Paris. Ça les a plutôt déplacés et ça a bien embolisé certains espaces. Donc, c'est peut-être formidable pour ceux qui vivent 100% de leur temps à Paris. Sauf que la plupart des gens, en fait, ils vont à Paris, soit parce qu'ils en ont envie pour pouvoir voilà, y passer leurs loisirs, quand demain les lieux culturels, sportifs seront rouverts. Enfin, ils y viennent aussi pour bosser. Et moi, les gens que je connais qui sont des artisans, qui viennent pour bosser à Paris, ben, en fait, ils n'ont pas d'autre choix que de venir en voiture. Les gens qui habitent dans les villages à côté de Rambouillet, ben, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour éventuellement prendre le train. Mais la plupart du temps, quand ils viennent à Paris, ils sont quand même un peu contraints de prendre la voiture pour des raisons assez évidentes. Donc, moi, je dirais, oui, il faut faciliter les transports en commun, mais les faciliter, c'est d'avoir des tarifs abordables, mais qui peuvent aussi financer qu'on ait des transports en commun qui soient plus sûrs, parce que quand on est une femme et qu'on veut rentrer à 23 heures, parfois on renonce à prendre les transports en commun, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir rentrer en bon état, c'est quand même un problème. Où on laisse pas ses gamins les prendre parce que voilà, on a quand même des vrais sujets, nous, en tout cas assez spécifiques Île-de-France, mais je pense pas que. Parce qu'on veut avoir des transports un peu plus adaptés, parce que c'est quand même un peu fou de se dire qu'on a des transports qui sont encore objectivement pas au niveau en France, parce que il n'y a pas les services qu'on devrait avoir, parce que vous n'avez pas de Wi-Fi, parce que vous ne pouvez pas charger votre téléphone, parce que vous crevez de chaud l'été, parce que vous pouvez acheter une bouteille d'eau qui va vous coûter 4,50 € et qu'à un moment, ça devient débile. Donc, bref, je pense qu'il y a aussi la question de la qualité des transports qu'on doit pouvoir avoir. Et donc, tout gratuit, ben, c'est aussi moins d'efficacité des transports, c'est moins de changement du matériel dans les transports, c'est moins de confort, c'est moins de sécurité. Donc, je pense que ça, il faut faire vraiment attention. Il faut éviter, à mon avis, d'opposer en permanence la voiture et les transports en commun. Parce qu'il faut quand même accepter l'idée que la plupart de ceux qui prennent leur voiture, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et que franchement, moi, je me passerais vraiment avec grand plaisir des bouchons le matin. Parfois, c'est tellement variable que je peux mettre 45 minutes quand je pars à 6h45 du matin. Et puis si je pars un peu plus tard, d'un coup, je mets 1h30, 2 heures et on devient tous dingues. Donc, j'adorerais me passer de ma voiture. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué. Donc, évitons, à mon avis, d'avoir des raisonnements trop binaires où on oppose les uns aux autres, en fait. D'accord. Grégoire, ton opinion là-dessus? Effectivement, il faut repenser notre rapport au déplacement. Cette question des quotas carbone, on l'a étudié durant la Convention citoyenne, parce que des gens sont venus nous voir, ils appelaient ça la carte carbone, pour donner des quotas en fait à chaque personne en disant, en gros, on aura tous droit à un aller-retour en avion de 500 km et on aura le droit ensuite voilà, de le vendre, pourquoi pas. Enfin, il y a toute cette histoire. On n'a pas voulu rentrer dans ce débat-là parce que on en rentrait dans un débat qui touchait à l'acceptabilité des Français. Nous-mêmes, 150, on voulait pas se lancer dessus, donc on n'y a pas touché. Mais je comprends cette question parce que on nous l'a posée, on l'a creusée, mais pour nous, il n'y avait pas cette acceptabilité qui aurait pu permettre de rendre ça disséminable dans la société française. Effectivement, le rapport au déplacement, il doit être changé. Et je dis ça, moi, justement, de ma campagne normande, où, effectivement, j'ai un bus toutes les 2 heures. Effectivement, il va falloir pouvoir développer ces nouveaux transports. Et effectivement, il y a des territoires qui s'en sortent mieux que d'autres. Et il va falloir qu'on puisse investir massivement pour rendre ce transport accessible. Alors, gratuit, pas gratuit. Je sais que certains territoires le rendent gratuit. En fait, de le rendre gratuit, ça le rend du coup beaucoup plus accessible pour les personnes qui, justement, sont les plus modestes. Effectivement, on sait que ce sera payé par quelqu'un derrière, mais c'est une manière de rééquilibrer, on va dire, le paiement de ce transport. Donc, des questionnements sur qui va payer, pourquoi pas. Et comme je dis, certains territoires l'ont fait et ça fonctionne pas trop mal, justement, ces transports dits gratuits. Pourquoi pas? En revanche, voilà, nous, on n'a pas voulu forcément
le proposer ou le généraliser. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. Déjà, si on arrive, on va dire, à étalonner tous les titres de transport, à faire des titres de transport intermodaux qui soient valables tant le train que l'avion, tant le métro que le RER que le tramway, et aussi d'avoir un site internet qui nous permet de calculer notre taux de transport, alors que quand on doit changer de région, faut faire 2 sites internet différents. Il y a plein de choses à faire déjà pour améliorer l'existant, mais encore une fois, on peut continuer à essayer de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles modalités. Quand on regarde à l'étranger, il y a plein de choses qui existent. C'est sympa de regarder parce que ça nous permet de voir potentiellement ce qu'on pourrait expérimenter chez nous. Sur l'aspect de l'écologie punitive ou du moins de l'écologie de quota, moi je n'y crois pas parce que ça donne des limites. Nos concitoyens, ils veulent pas une écologie qui les bloque, ils veulent plutôt une écologie qui les accompagne tout au long de leur vie. Et je crois que c'est le rôle là-dessus des politiques de travailler sur ce qu'on appelle l'éco-frugalité. L'éco-frugalité, en fait, c'est un terme qui explique que l'écologie vous permet de faire des économies et de mieux vivre. Et je crois que si on veut que l'écologie soit acceptée par tous, il faut qu'elle apporte un mieux vivre à chacun d'entre nous. Et si on fait une écologie qui est restrictive, qui est punitive, qui est d'une écologie de décroissance, elle ne sera pas acceptée et on ne pourra pas la mettre en œuvre. J'ai plein de questions. Lilibet qui nous pose la question pourquoi ne pas réformer le CESE pour intégrer une sorte de convention qui changerait chaque année, chaque 2 ans. Oui, la question n'est pas folle. Sorry, je sors du boulot. Mais bon courage à toi, Lilibet. J'espère que tu n'es pas trop fatigué. C'est un peu l'avocat. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Mais c'est un peu la vocation du CESE initiale. Hein. La vocation du Conseil environnemental, économique et social, c'était justement d'avoir une 3e chambre, c'est-à-dire il y a l'Assemblée, il y a le Sénat, et puis il y avait le CESE qui était là pour représenter justement les citoyens et puis pour permettre aussi que se parlent des associations, des représentants d'associations qui d'habitude sont plutôt en conflit, c'est-à-dire comment on fait pour avoir un lieu de débat qui peut être enfin un lieu de débat apaisé, ce qui n'est pas toujours le cas en France. On a finalement de moins en moins, et je pense que ça c'est un vrai problème, on a de moins en moins d'espace, de moments où on peut tout simplement, encore une fois, avoir un débat serein et apaisé. Et on est beaucoup plus dans la conflictualité. L'avantage du CESE, c'est que vous allez mettre autour de la table, si je caricature, les associations environnementales, les associations sur le bien-être animal, tout autant que les chasseurs. Et ça marche. Ces personnes-là arrivent à débattre et à se mettre d'accord et à porter ensemble des propositions, des avancées. Il y a eu des avancées assez significatives. Le RSA, par exemple, c'est né au Conseil économique, social et environnemental. C'est le CESE qui a inventé ce dispositif-là, mais ils en ont inventé d'autres. Donc, après, est-ce qu'il faut aller plus loin sur des personnes qui seraient tirées au sort et qui seraient intégrées dans le CESE? C'est peut-être une autre question. Mais moi, j'aimais bien le fait d'avoir des conventions thématisées. Se dire, voilà, vous allez être choisis, non pas à vie ou non pas pour un mandat. Parce que là, sinon, je pense qu'il y a une confusion des genres qui est pas la bonne entre les élus qui sont, que vous choisissez pour vous représenter, mais qui sont élus pendant une durée limitée, puis des citoyens qui sont tirés au sort. Tu faisais le parallèle tout à l'heure avec les jurés d'assises. Bon, dans un cas très spécifique, on sait qu'on peut tous être demain tirés au sort. Là, on n'aura pas le droit de refuser pour des raisons assez évidentes. Eh bien, je crois que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on est choisi pendant un moment donné, court, thématisé, parce que c'est aussi un engagement. Et on disait, c'est 20 heures par semaine, donc c'est pas tout à fait compatible avec en parallèle un métier. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas de confusion des genres, mais peut-être se dire que dans certains cas, ce type de convention citoyenne, ça doit pouvoir réexister, mais il faut que le mandat soit très clair sur ce qu'on attend d'eux, en fait. Je vais compléter parce qu'en fait, c'était une des propositions de la Convention citoyenne, cette réforme du CESE également, avec l'instauration de citoyens tirés au sort. Effectivement, moi je suis assez d'accord avec Aurore, pour le coup, il ne faut pas professionnaliser le rôle de citoyen. C'est pas un mandat de 2 ans. À la limite, sur une expérience de 6 mois, sur une thématique précise, oui. En revanche, ce qu'il faut, c'est institutionnaliser cela. C'est-à-dire de rendre les conventions citoyennes quelque chose de présent dans nos institutions, qu'elles puissent être organisées de manière régulière. Pourquoi pas saisies par l'Assemblée nationale, pourquoi pas par le Sénat, pourquoi pas par un ministre, qui a un vrai rôle, donner un vrai poids sur les mandats donnés à ces citoyens. Oui, il faut donner une place à ces citoyens et le CESE, qui est en passe de devenir la chambre de la participation citoyenne, est effectivement le bon endroit, selon moi, pour accueillir ces citoyens tirés au sort. Alors oui, on pourrait aussi se dire qu'on inclurait des citoyens tirés au sort au sein même du CESE,
mais effectivement, c'est quoi le biais d'acceptation qu'on prend, comment est-ce qu'on gère leur vie personnelle ou leur vie professionnelle. C'est beaucoup de questions qui sont très compliquées. Pour l'instant, déjà, si on arrive à consolider une acquis comme la Convention citoyenne pour le climat, ce serait déjà pas mal. En revanche, oui, continuer à y réfléchir. Je sais que certains portent même l'idée d'un Sénat tiré au sort. J'irai pas jusque-là aujourd'hui, mais dans l'idée, en tout cas, se poser la question de savoir c'est quoi le tirage au sort et comment est-ce qu'on l'inclut dans nos institutions, je pense que c'est pas mal parce que ça permet à des gens qui ne seraient jamais intéressés à la vie publique de s'y intéresser. C'est-à-dire, c'est la femme au foyer, c'est le SDF. Parce que oui, au sein de la Convention citoyenne, on avait ces publics-là qui étaient également présents. Ça permet à ces gens-là qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'envie d'y aller, bah voilà, d'être tirés au sort. On va les chercher, on leur dit si, en fait, tu vas donner ton avis. Et finalement, on se rend compte que quand on a levé le biais du... en fait, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, genre qu'est-ce que j'irais faire? Et ben en fait, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et ça, c'est important. Et je pense qu'on gagnerait dans nos institutions à donner une plus grande place à ces gens-là parce que ça referait le lien direct entre l'élu et le citoyen. D'accord. C'est extrêmement intéressant et c'est vrai que moi, le premier, je m'interrogeais sur l'acceptabilité des gens tirés au sort d'aller passer du temps pour travailler sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets de leur quotidien. Et je trouve ton approche extrêmement, extrêmement intéressante. Une question de Roger Soleil sur le projet Hercule, qu'il juge contre-productif pour le développement des énergies vertes, avec donc ce qu'il appelle lui un démantèlement d'un fleuron de l'énergie française. À qui cela va-t-il profiter, d'après les spécialistes? Pas aux Français. Je ne sais pas, Aurore ou Grégoire, ce que vous pensez. Moi, je suis très honnête, hein, je suis pas une spécialiste, moi, de cette question-là, et j'ai pas la prétention d'être. Le projet, c'est de dire qu'on peut, en fait, quelque part, compartimenter, réorganiser EDF de manière à le scinder entre plusieurs entités. C'est en fait ça, c'est au départ, en tout cas, la réorganisation d'EDF, parce que on avait aussi des difficultés financières qui étaient extrêmement importante pour le groupe. Et donc, du coup, on aurait plusieurs blocs. On aurait un EDF bleu qui, lui, serait 100% public, notamment sur la question du nucléaire. On aurait un EDF d'hiver où là, on aurait la partie vente d'électricité, énergie renouvelable. Et puis après, on aura un autre EDF, là, le nom m'échappe, qui serait sur les barrages hydroélectriques. Se dire que ça peut être structuré différemment, moi, sur le principe, je suis pas défavorable. Après, j'entends qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui se sont exprimées. On a été beaucoup sollicité sur ces questions-là. Et donc, c'est vrai que ça appelle aussi un peu à de la réserve. Quand on est très sollicité sur ce genre de questions, évidemment que ça nous interpelle. Ça, c'est une certitude. Mais bon, encore une fois, sur le principe même de dire pourquoi on ne scinderait pas en plusieurs entités pour spécialiser un peu mieux chacune d'entre elles, ça, je ne suis pas défavorable. Je ne sais pas, Grégoire, si tu as une opinion sur Hercule. Bah en fait, ça va être très simple. En fait, la Convention citoyenne n'a absolument pas traité ce sujet. Et d'ailleurs, ça fait partie du lobbying citoyen qu'on a fait. On a demandé à ce que ce questionnement sur le projet Hercule soit dissocié de la loi climat résilience parce qu'en fait, ça n'était pas issu de nos travaux et on ne voulait pas avoir à se prononcer dessus. Donc, je ne me prononce pas. D'accord. Je te remercie pour ta franchise. Sur Roger Soleil qui rebondit aussi sur notre question, pour développer les transports en commun, il faut des investissements publics. Sont-ils prévus? Peut-être te laisser parler un peu du plan de relance, par exemple, Aurore? Oui, alors ils sont très clairement prévus, hein. Vous le savez peut-être, mais c'est pas dans un projet de loi comme celui-ci qu'on peut voter des questions budgétaires. C'est toujours dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances qui a lieu à l'automne. Et puis parfois, notamment en période de crise, on en a voté d'autres rectificatifs pour des raisons que vous imaginez bien. Et c'est là, évidemment, qu'on vote justement les différents crédits en fonction des différents sujets. Et donc, oui, on a mis beaucoup de moyens sur la question en général, d'ailleurs, écologique, énergétique. Il y a un tiers du plan de relance, 30 milliards d'euros, qui sont consacrés à ce sujet-là. Donc, c'est à la fois la rénovation énergétique des bâtiments, rénovation thermique, fameuse passoire thermique. Alors, c'est autant les grands bâtiments publics français, mais c'est aussi les logements sociaux. Donc, à peu près 7 milliards d'euros qui sont consacrés à ça. Il y a aussi l'énergie du futur, la question de l'hydrogène. Bon, bah, pareil, 7 milliards d'euros pour développer l'hydrogène parce que plutôt que la décroissance, nous, on a envie que notre industrie, elle continue à exister, tout simplement, à être attractive, à créer de l'emploi. Et donc, notamment, la question du premier avion
qui serait bas carbone et qui pourrait être français, ce qui serait une innovation majeure de se dire que ce serait l'industrie aéronautique française qui pourrait porter l'avion bas carbone. Et il y a aussi de manière très claire la question du train, et notamment du train du quotidien, nos liaisons interrégionales notamment. Denis pour en parler mieux que moi parce qu'on n'est pas justement dans la même région. Donc oui, c'est vraiment au cœur du plan de relance et c'est une nécessité justement pour encore une fois permettre aux Français de choisir leur mode de transport. Sur le plan de relance, nous, dans les régions des Pays de la Loire, c'est des dizaines de millions d'euros qui vont être fléchés vers les lignes de train du quotidien. Et sur ma circonscription, j'ai un gros combat, c'est comment relier le Puy du Fou, qui n'est pas forcément ma circonscription, mais juste à côté, en passant par la ville principale de ma circonscription, au reste du réseau. Imaginez le nombre de personnes qui vont au Puy du Fou chaque année et qui sont obligées de prendre un véhicule thermique pour y aller parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, il y a beaucoup de sujets et malheureusement, des moyens qui, jusqu'à peu, n'étaient pas suffisants. On est en train de réinvestir massivement au travers du plan de relance. Faudra faire un point aussi, savoir si c'est suffisant ou s'il faut aller encore plus loin. Petite question, je pense que c'est plutôt pour toi, Aurore, parce que c'est assez parisien. Et moi, personnellement, pas parisienne, attention, hein, pas pareil. C'est un avis sur le débat RER B vs Charles de Gaulle Express. Ah, ouais, alors, sur le Charles de Gaulle Express, en effet, c'est un débat important pour nous. Il y a aussi le Grand Paris Express, hein, qui se chevauche. Nous, on est sur des territoires, moi, typiquement, où le Grand Paris Express, on l'attend parce que ça va permettre de nous relier en 30 minutes à nos aéroports. Donc, ça, c'est vrai que ça va être un sujet majeur, encore une fois, pour renoncer à l'usage de la voiture, pour avoir des transports efficaces au quotidien et qui vont pouvoir nous relier. Puis parce qu'en Île-de-France, on a quand même un vrai sujet de connexion interbanlieue. En gros, tout est fait, c'est l'hypercentralisation parisienne. Donc, tout part de Paris. Sauf que derrière, quand vous voulez vous déplacer d'un département à un autre, ou même au sein d'un département, là, vous n'avez plus vos yeux pour pleurer. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Donc, moi, c'est vrai que je suis d'abord là, j'avoue, en tant qu'élue, justement, de grande banlieue, d'un territoire rural, parce que oui, il y a aussi de la ruralité en Île-de-France, hein, on est aussi une terre agricole, forestière, vraiment pour plaider pour qu'on avance d'abord sur la question de l'interconnexion entre les banlieues, entre les départements, entre les territoires qui sont plus excentrés de Paris. Je crois que ça, c'est une priorité. Il faut qu'on arrête l'hypercentralisation parce que, encore une fois, on recrée sinon l'iniquité territoriale. Et c'est ça qui est assez insupportable. L'Île-de-France, c'est la région la plus riche de France, c'est la région la plus inégalitaire de France. Donc, c'est complètement dingue et incompatible. On voit bien que potentiellement, ça peut exploser. Donc, on a vraiment besoin de résoudre ces inégalités et ça commence par la mobilité. Ça, c'est une certitude. Il y a Lilibet qui est surprise qu'on parle de ruralité en Île-de-France. Sauf erreur de ma part, Aurore, soit spécialiste, mais les Yvelines est l'un des territoires les plus agricoles, un des départements les plus agricoles de France. Et ouais, alors le plus agricole, c'est probablement la Seine-et-Marne. Mais après, oui, c'est les Yvelines. Moi, dans ma circonscription, il y a 51 communes. Donc, il y a des communes de très petite taille, 100, 200, 300 habitants. Et on a beaucoup d'agriculteurs. C'est des céréaliers chez moi. Donc, c'est du blé, c'est de l'orge notamment, un peu de houblon. Et quelques éleveurs, quelques maraîchers. Mais oui, on a clairement des agriculteurs en Île-de-France, ça c'est certain. Je parle pas que de l'agriculture urbaine qui est très à la mode, etc. Je parle de la vraie agriculture, celle qui permet de nourrir les gens. Et on en a, que ce soit les céréaliers ou les éleveurs notamment. Il y a Roger Soleil. Mais on vous invite dans les Yvelines, parce que je vois qu'il y a un débat pour vous inviter en Seine-et-Marne, mais dans les Yvelines aussi avec plaisir. Il y a Roger Soleil qui félicite Grégoire. Où est-ce que j'ai vu ça? Mince. Bravo Grégoire, et la constituante est dans le projet de LFI. C'est possible, moi je connais pas le projet de LFI par cœur en vrai et j'ai l'impression qu'il change tous les jours, mais bon, c'est peut-être parce que je ne les suis pas. Juste pour rebondir là-dessus, c'est amusant parce que beaucoup de gens très engagés depuis longtemps nous ont vus, nous, Convention citoyenne, ils attendaient de nous une constituante, ils attendaient à ce que justement on se lance là-dessus, ils voulaient qu'on dépasse notre mandat. C'était amusant de voir justement comment cette Convention citoyenne de gens tirés au sort a pu être interprétée. Certains nous voyaient refaire le serment du jeu de paume, certains nous revoyaient, on va dire, révolutionner la République.
Malheureusement, je crois pas que c'était notre rôle, je crois pas que ce soit notre légitimité. Donc oui, la constituante, elle est proposée par certains. En tout cas, nous, on l'a pas proposé au sein de la Convention citoyenne. On a proposé de modifier un article, l'article 1. Déjà, si on y arrive, ce sera déjà pas mal. On l'a voté en tout cas à l'Assemblée. Après, maintenant, la balle, c'est au Sénat. Donc, c'est au Sénat de faire le job. Mais nous, on l'a fait. Exactement. J'étais au Sénat ce matin, justement, auditionné par la commission des lois pour justement défendre cet article-là. On verra bien ce qu'il advient. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit tous les Français qui se prononcent par référendum. Et ce serait ça qui serait un bel aboutissement à cette convention citoyenne que de rendre à tous les citoyens. D'accord. C'est extrêmement intéressant. Vraiment extrêmement intéressant. Je crois qu'on a un vrai sujet aujourd'hui quand on voit le fossé qui est en train de se créer, ou du moins qui continue à s'écarter entre les élus d'une part et les citoyens d'autre part. Je crois qu'il y a pas mal de choses à créer. Et je pense que Twitch, d'ailleurs, peut être un outil pour essayer de remettre des débats et des échanges dans notre société, parce que malheureusement, il manque vraiment cet échange entre l'ensemble de nos concitoyens. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je pourrais faire un Twitch sur l'enfermement algorithmique et tout ce phénomène sociétal de fait qu'on se retrouve qu'avec des gens qui pensent comme nous. Il y a Payadin 666, merci d'être présent ce soir, ça fait plusieurs fois que tu es là, c'est génial, qui m'a d'ailleurs appris à jouer il n'y a pas longtemps à Rocket League, et vraiment, j'ai pas été bon sur le coup, mais bon, c'est comme ça, je vais essayer de progresser. Ce n'est pas possible d'avoir les transports en commun pour toutes les villes qui interdisent les véhicules, car ça fait de l'électoralisme local. Quand il n'y aura plus d'artisans dans les villes, comment les citadins feront? Votre opinion sur justement le fait qu'on enlève les véhicules des centres-villes et que donc potentiellement ça fait moins marcher les commerces? Alors déjà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié durant la Convention citoyenne, parce qu'effectivement, on a demandé, nous, de généraliser les zones à faible émission, on demandait justement de sortir les véhicules du centre-ville. Dans certains territoires où ça a été fait, justement, il y a des analyses qui ont été très bien faites par des chercheurs qui montrent que non, il n'y a pas de baisse de la consommation. Au contraire, dans les zones qui deviennent piétonnes, il y a plus de gens qui viennent consommer. Donc, preuve que ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pourrait imaginer de premier abord ne se révèle pas vrai sur la réalité. C'est un peu la même problématique qu'on avait par exemple sur les terrasses chauffées. On nous disait « Ouh là là, si vous enlevez le chauffage sur les terrasses, vous verrez, il y aura une baisse de la consommation. » En fait, non. On remarque que non, ça ne joue pas. Ce ne sont pas des facteurs qui viendront changer cela. En revanche, effectivement, on se posera une question pour nos artisans, parce que je crois que la question citait également la question des artisans. Oui, il faudra prévoir des modalités pour les artisans, avec des permis de circulation, comme il existe parfois dans certaines villes. Moi, je sais que dans la ville de Caen, il y a ça, des permis de stationnement spécifiques pour les artisans, pour certaines, par exemple pour les infirmiers ou les médecins à domicile. On peut penser à nos plombiers, on peut penser à plein de cœurs de métier qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Donc oui, il faudra prévoir des exceptions, mais la règle ne devra pas être oui, on peut prendre la voiture pour tout et n'importe quoi. À partir du moment où on a mis en place des alternatives, tramway, bus, zone piétonne, zone sécurisée, cyclable, oui, on pourra demander un peu plus d'efforts aux gens. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Il ne faut pas leur dire non, n'utilisez pas votre voiture et on verra ce qui vous manque. Regardons ce qui manque et après on dira oui, peut-être un peu moins de voitures. Il y a Titina Bull qui a abordé, qui est revenu sur le CESE, le Sénat. Est-ce qu'il faut en passer par une chambre de tir au sort? Je t'encourage, Titina Bull, de remettre le passage. On a abordé le sujet tout à l'heure. Il y a Tataï 9228. Bonsoir à vous. J'ai raté le début, mais je trouve ça vraiment intéressant de le voir en dehors des plateaux TV. C'est vrai que c'est une première pour toi, je crois, Aurore, de venir sur Twitch. Ouais, je confirme, c'est une première. J'espère que ce ne sera pas la dernière, mais j'étais assez curieuse justement de me prêter à l'exercice parce que c'est très très différent. Pour le coup, c'est du vrai sans filtre. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Si tu veux suivre, n'hésite pas à te follow sur ma chaîne parce que toutes les semaines, il y a du débat et la semaine prochaine, ça sera Sarah El Haïry. Donc voilà, sur le sujet de la jeunesse. Et je suis persuadé que vous allez poser plein de questions. Juste sur ce point, excuse-moi Denis de te couper, mais moi je trouve ça très bien que le politique se mette sur Twitch parce qu'en fait c'est bête un peu, mais ça vous remet à portée d'engueulade. Là où on est tout le temps à portée d'engueulade, hein, ça faut pas croire. Hein. Oui, franchement, moi je passe ma journée, nos journées en vérité, faut quand même avoir conscience que oui, on a évidemment du temps qu'on passe au sein de l'Assemblée nationale, mais ce temps au sein de l'Assemblée nationale, c'est ce que j'ai tout à l'heure, c'est aussi des auditions et les auditions, c'est être tout simplement à portée des citoyens
en fonction des sujets. Mais enfin, c'est aussi le temps que je passe en circonscription. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire vendredi, comme je vais pas siéger à l'Assemblée nationale? Je vais aller rencontrer des maires qui sont donc les élus de ma circonscription. Je vais aller visiter un refuge pour animaux. Je suis très engagée sur les questions de bien-être animal. Il y en a un nouveau qui s'est créé sur ma circonscription. Je vais aller visiter une entreprise. Je vais prendre, alors je peux plus les recevoir physiquement à la permanence pour des raisons évidentes. Donc du coup, je fais des calls ou des visios toutes les semaines avec évidemment tous les citoyens qui me demandent à être reçus. En moyenne, c'est une centaine de citoyens chaque mois qui m'interpellent pour des cas particuliers. Donc la portée d'engueulade, on y est tout le temps. Alors, je vais le Et dire dans le autrement. monde réel aussi, hein, pas que sur Twitch. Alors, je vais le dire autrement, ça vous remet à portée d'engueulade pour les gens qui, justement, ne se déplacent pas dans ce genre d'endroit ou ce genre de lieu. C'est bête. Moi, je sais que je fais partie des citoyens qui n'allaient jamais aux consultations publiques. J'avais jamais rencontré mon maire ou mon député. De le fait d'aller voir sur une plateforme que moi, j'utilise au quotidien pour regarder des streamers que j'apprécie. Oui, là, j'aurais plus tendance à avoir le réflexe de poser ma question et d'être content d'avoir une réponse. Ça permet de toucher un autre public et c'est pas forcément le public que vous pouvez voir et qui est intéressé. C'est une manière d'aller les chercher. Et on retombe un peu sur la même logique que le tirage au sort où on va chercher les gens. Mais de venir d'aller les chercher sur les outils de communication qui sont les leurs, moi je trouve ça intéressant. C'est pour ça, en fait, ça vous remet à portée d'engueulade de ceux que, justement, que vous ne croisez pas au marché, parce que moi, je fais pas le marché le dimanche matin, je vais pas aux réunions publiques. Quand je rentre chez moi à 19h, je suis content de m'occuper de ma fille, je vais pas ressortir pour aller engueuler mon maire ou mon député. Donc, effectivement, de les avoir... Non, mais on peut aussi nous parler sans nous engueuler, hein. Non, mais... Il y a qu'en France, on considère qu'il faudrait forcément nous engueuler toute la journée. Donc, on peut nous engueuler, ça, j'accepte, hein, ça fait partie du job. Mais pas que. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est ce que tu disais, Denis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se parle plus qu'entre communautés déjà convaincues. Et ça, c'est insupportable. C'est-à-dire ce que tu disais sur l'enfermement algorithmique, moi, j'adhère malheureusement complètement à ce que tu dis. D'ailleurs, je me pose la question très régulièrement de savoir si je reste ou pas sur Twitter. Et je pense qu'à terme, j'y resterai pas. Parce que, en vérité, qui j'arrive à convaincre? Plus personne. C'est-à-dire, soit il y a les gens qui sont déjà ma communauté ou mes communautés en fonction des sujets sur lesquels j'interviens et donc qui vont liker, retweeter, diffuser, etc. Et puis, il y a de l'autre côté, ceux qui sont des opposants, mais ceux qui cherchent juste le débat. En vérité, ils sont de moins en moins là. On est tous enfermés systématiquement dans des catégories, dans des cases. Et moi, ce que j'adorais, je suis très grande consommatrice de Twitter, je publie régulièrement, je réponds, j'interagis, je le traite moi-même, je regarde mes DM moi-même, etc. Parce que je trouve que ça a du sens que si on le fait comme ça. En fait, soit on a une foule d'adorateurs, soit on a une foule de haters, mais entre les deux, il n'y a pas vraiment de débat. Et ça, malheureusement, ça manque terriblement. Donc l'idée, en effet, de pouvoir se réunir dans un cadre où on se pose des questions, on se dit les choses, et du coup, on arrive à parler à des gens auxquels on ne parlerait pas en temps normal, ouais, ça fait du bien. Alors sur Twitch, pour moi, c'est un peu particulier parce que je me suis pas mis sur Twitch pour toucher une autre typologie de citoyens. C'est moi, je suis sur Twitch depuis de nombreuses années. Ma difficulté, elle a été plutôt de l'autre côté, et Aurore me connaît bien, c'est de m'habituer aux us et coutumes de l'Assemblée nationale et de la politique. Quand on vient de Twitch, du monde du gaming, et qu'on arrive à l'Assemblée nationale et qu'on arrive en disant t'as joué à quoi ce week-end, tu parles de quoi, Fortnite ou League of Legends? Avec des gros yeux, tu te dis en fait, je suis pas dans mon monde. Donc, d'un point de vue personnel, je suis beaucoup plus à l'aise sur Twitch que je ne peux l'être parfois à l'Assemblée nationale. Et tu l'as dit, Grégoire, c'est parfois étrange quand on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas. Oui, c'est particulier. Et je crois que Twitch, contrairement à ce que un certain nombre de personnes disent qu'il faut le garder au niveau gaming, je crois que Twitch est un outil formidable. Et puis, en fait, ceux qui ne veulent pas venir nous voir, ils vont voir quelqu'un d'autre. Si vous voulez aller, je crois qu'il y a Mister MV qui est dispo, allez voir Mister MV et saluez de ma part. Voilà, c'est ça aussi la force de Twitch. Alors, j'ai vu un truc là qui m'a presque fait un peu avaler travers ma salive. Aurore, peut-être toi qui vas répondre, parce que moi, si je réponds, ça ne va pas le faire. En fait, LFI est juste de gauche, pas d'extrême gauche. Ah ouais, écoutez, c'est une nouvelle que je n'avais pas en tête. Voilà. Jean-Luc Mélenchon propose seulement une politique économique keynésienne, pas en rupture avec le capitalisme. Moi, je les ai tous les jours au sein de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas quelqu'un ni de droite ni de gauche, mais je considère que Jean-Luc Mélenchon, ou du moins la France insoumise, parce qu'il y a des éléments qui sont extrêmement radicaux dans la France insoumise, qui sont à l'extrême gauche.
tout comme Marine Le Pen et les personnes du Rassemblement sont d'extrême droite. Pour moi, ce sont les deux extrêmes de la politique en France. Je ne sais pas ton opinion là-dessus, Aurore, même si on sort un peu je crois qu'il n'y a pas de, honnêtement, il n'y a pas de doute et il suffit pour cela de regarder les votes et puis de les écouter s'exprimer. Et c'est vrai que nous, on les a à l'Assemblée nationale, donc on est un peu aux premières loges sur cette question-là. Et c'est vrai qu'il y a non seulement une radicalité, mais au-delà de la radicalité, il y a en effet une idéologie de rupture avec le capitalisme. Ils ont beaucoup changé. On parlait de climat au début de notre échange sur la question climatique. Jean-Luc Mélenchon a quand même eu des oscillations qui sont pas des oscillations, hein, qui sont un changement quasiment à 90 degrés au moins. Donc moi, c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire, moi, ce qui me gêne chez Jean-Luc Mélenchon et ceux qui sont avec lui, c'est déjà la manière avec laquelle ils formulent leurs idées. Je ne crois pas que l'appel à la haine des journalistes soit une bonne chose. On peut être critique vis-à-vis des médias, mais dire que la haine des médias est juste et saine, comme il l'a fait avec des journalistes qui ensuite sont molestés dans des manifs. Non, ça, je pense qu'on peut pas être un responsable politique et faire ça. Je pense qu'on peut pas s'opposer à une perquisition alors qu'en fait, on est un citoyen comme les autres et qu'on doit faire droit à la justice de notre pays et qu'on doit même pouvoir en être aussi un peu les garants de son indépendance. Donc, moi, il y a une radicalité et une manière d'appréhender la vie politique qui est très, très différente de ce que nous, on est, de ce qu'on porte, et qui, en plus, après, sur le fond des idées, sont en effet des idées qui sont extrêmement radicales. Et je crois que d'ailleurs, eux-mêmes assument de dire qu'ils sont désormais à l'extrême gauche. Moi, il faut juste que je file pour tout vous dire. Je vais être à 21h en séance. Et je vais juste essayer de grignoter en 10-12 minutes quelque chose. Mais je me souviens qu'il y avait une question d'Anthony qui voulait me poser sur les réunions non mixtes. Mais il n'a pas posé la question. Il disait qu'il avait une question sur ce sujet. Donc, je ne sais pas s'il a le temps d'écrire sa question. Je veux savoir ton opinion là-dessus par rapport aux réunions non mixtes. Quelle est ta vision par rapport à, par exemple, au propos de la candidate Poulvard la candidate pour les élections régionales Poulvard, où il y a une vraie volonté d'une partie de la population qui n'est pas à négliger, loin de là, de dire que pour protéger le fait que des personnes puissent échanger en toute sécurité, il faut mettre en œuvre des espaces où ils se retrouvent qu'entre eux quelque part. Donc pour moi, c'est du communautarisme et voilà, je pense que c'est ça le sens de cette question. Écoute, moi, je vais essayer de vous répondre rapidement du coup sur cette question parce que pour moi, elle est absolument essentielle. Il y a eu un nouveau débat d'ailleurs aujourd'hui qui a vu le jour. Je ne sais pas si vous avez vu ça, le énième débat sur Twitter contre Gérard Darmon, qui est un acteur bien connu en France, tout simplement parce qu'il a été accusé de blackface uniquement parce qu'il a joué Othello. Othello, c'est une pièce de Shakespeare. Il se trouve qu'Othello, c'est un mort, donc un mort, M-A-U-R-E, tout simplement, en effet, n'a pas la peau blanche. Mais un acteur, justement, il a la capacité à pouvoir jouer un autre que lui-même. Et donc, de la même manière qu'on va prendre un acteur noir pour jouer un rôle d'un noir, on ne prend pas un blanc pour jouer un blanc, on ne prend pas un juif pour jouer un juif, un musulman pour un musulman, un hétéro pour un hétéro, etc. Et je trouve ça terrifiant qu'on en vienne à ce type de classification. Alors là, ça touche la culture, ça touche l'art, alors que justement, l'art, encore une fois, c'est la capacité à aller au-delà de soi-même, c'est la capacité à interpréter, c'est la capacité à justement être ce qu'on ne serait pas dans la vie normale. Et ça, je trouve que c'est vraiment détestable et extrêmement dangereux. Sur les réunions non mixtes, c'est un peu la même chose. C'est de dire que finalement, on a le droit de combattre les inégalités que si on en est soi-même victime. Moi, je suis très engagée sur la question des droits des femmes. Je suis très engagée sur la question de l'IVG. Comment on fait pour qu'il n'y ait plus d'entraves dans notre pays? Comment on fait pour que les femmes aient accès partout à l'IVG? Et ce combat, je le mène avec Denis parce que c'est mon collègue. C'est un homme, mais c'est avant tout mon collègue et c'est un citoyen. Je ne le mène pas qu'avec des femmes ou qu'avec des femmes qui ont elles-mêmes fait à un moment le choix ou eu besoin d'avoir recours à l'IVG. Moi, ça a été mon cas. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai eu la possibilité d'avoir accès à ce droit. Mais je ne demande pas à mener ce combat qu'avec des gens qui me ressemblent ou qui l'ont eux-mêmes vécu. Je crois qu'au contraire, pour que ces combats avancent, il faut qu'ils soient partagés. Je suis allée dans des manifs pour défendre le mariage pour tous. Pourtant, je suis hétéro. Mais parce que je considérais que j'étais concernée, même si moi-même, je ne l'étais pas. Et donc, je crois vraiment que sur ces réunions non mixtes, donc je vois Anthony, ce que tu ajoutes, mais de fait, faire remonter les problèmes, il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas le faire ensemble. Mais c'est pas parce qu'on va réunir que des noirs avec des noirs. Je trouve ça même fou d'en venir à parler de ça. Vous imaginez
Se dire, on va faire une salle où il y aura que les Noirs qui auront le droit d'y être. Mais il y a quelques années, tout le monde aurait hurlé au racisme en disant, mais attendez, comment c'est possible? Oh, allô, enfin, comment on peut faire une réunion interdite à certaines personnes en fonction de leur couleur de peau? C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et on nous dit, non, non, mais rassurez-vous, hein, c'est pour de bonnes raisons. C'est parce que comme ça, ils pourront parler plus librement. Mais enfin, heureusement que les gens qu'on côtoie, ils peuvent parler librement dans une démocratie, dans notre pays, et qu'ils n'ont pas besoin d'être juste avec des gens qui leur ressemblent. Et je crois que ça, c'est une vraie différence française. C'est pour ça que moi, je serai jamais adepte d'un certain nombre de théories américaines notamment. C'est-à-dire, moi, je crois profondément à l'universalisme. Je crois profondément au fait que ce qu'on regarde chez un citoyen français, c'est que c'est un citoyen. Et on se fout de sa couleur de peau, on se fout de son orientation sexuelle, on se fout de ses convictions religieuses. Ce qui compte, c'est qu'il est un citoyen à part entière. Il n'y a que ça qui compte. Et si on commence à se mettre tous dans des catégories, alors je pense que c'est la fin. Et qu'on peut plus faire société, qu'on peut plus être ensemble. Ou alors, en effet, on fait ce que dit Denis, c'est-à-dire du communautarisme. Chacun reste dans sa case. Et ben moi, j'ai pas envie que chacun reste dans sa case. J'ai envie qu'ensemble, on puisse faire une société. Et pour ça, bah, on fait de la mixité. Et on fait pas des horaires différentes à la piscine, on fait pas des réunions réservées qu'aux noirs ou qu'aux blancs ou que je ne sais quoi. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel de le porter. En tout cas, moi, c'est vraiment un combat qui me tient à cœur et que je continuerai à porter. Merci beaucoup, Aurore. Je vais te laisser partir manger. Mais, ouais, il me reste un quart d'heure, c'est gentil. Mets-moi un bout de pain de côté. Ça marche, je vais tenter. Et puis, merci beaucoup pour votre accueil. À bientôt, en tout cas. Au revoir. Grégoire, on va revenir sur le sujet principal qu'on abordait tout à l'heure. Parce que, en fait, toi, tu es Convention citoyenne pour le climat et là, on était vraiment en dehors des thématiques de la Convention citoyenne pour le climat. Mais comme on est sur Twitch et qu'il n'y a pas de filtre, on ne trie pas. Et je pense que c'est important. J'ai vu un truc tout à l'heure passer. Alors, où est-ce que j'ai vu ça Il y avait une question. Où est-ce que j'ai vu ça Voilà, c'était cette question-là, celle de un poil dans la main. Bonsoir. Qu'en est-il de la notion d'urgence qui doit amener à prendre des mesures pour le climat? C'est une très bonne question que je me pose aussi parfois, parce que cette notion d'urgence, nous, on l'a beaucoup souligné, c'est ce qui a, on va dire, martelé nos travaux et ce qui leur a donné leur puissance, leur ambition et leur impact. Et parfois, on se pose encore la question, parce que quand on voit nos propositions qui... certaines étaient très ambitieuses, mais sont rabotées pour parfois des bons motifs, mais parfois pour des mauvais. On se demande où est-ce qu'elle en est, cette notion d'urgence, parce que il y a l'urgence sanitaire, il y a l'urgence économique, mais il y a aussi l'urgence écologique. Donc, loin de confronter les urgences les unes aux autres, nous, on a essayé de se dire que l'urgence écologique était parfois même une opportunité d'avancer dans une autre direction. La crise sanitaire nous a poussé avec ce plan de relance à essayer de relancer notre économie, mais il va falloir se dire que l'économie, on ne peut plus la relancer comme avant. Il va falloir essayer de faire les choses différemment. Et aujourd'hui, c'est pas gagné. Malheureusement, c'est pas gagné. On sent qu'il y a encore beaucoup de choses à pousser. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qu'on aurait pu aborder. C'est justement le poids des autres acteurs, parce que le citoyen tiré au sort était un des acteurs de cette loi climat, mais on n'était pas les seuls. Il y avait les parlementaires, il y avait les lobbies, mais les lobbies, quels qu'ils soient, hein, que ce soit Greenpeace ou le MEDEF. Et effectivement, cette notion d'urgence, on sent qu'elle n'est pas forcément partagée par tous au même niveau. Et c'est peut-être là où, en fait, on aurait dû faire un travail préliminaire. Nous, ce travail préliminaire, on l'a fait en tant que citoyen, mais peut-être qu'il aurait fallu ce grand débat de société, et peut-être qu'on l'aura pour le référendum d'ailleurs, sur justement cette urgence écologique, elle en est où, et qu'est-ce qu'on fait derrière pour pouvoir y répondre. Sur l'urgence écologique, moi je crois, et je partage l'avis que tu as émis, l'avis que tu as dit, c'est qu'il faut transformer notre modèle économique. Ça ne veut pas dire qu'il faut se battre contre la production, mais qu'il faut plutôt adapter la production à l'urgence écologique. C'est-à-dire qu'il faut que cette transition elle soit faite de façon scientifique, en disant, voilà, on en est là aujourd'hui, vers où on veut aller dans la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi toute autre action qui est négative à l'écologie, et quelles sont les actions, quelles sont les étapes qu'on veut mettre en œuvre, et quelle est l'évolution du modèle entrepreneurial, du modèle de productivité, pour pouvoir atteindre cet objectif. Je reviens sur ce que je disais précédemment, je ne crois pas réellement dans la décroissance, dans la volonté
que certains peuvent avoir de réduire, c'est ça, de réduire la vie, de modifier la vie plutôt de façon drastique dans une vie moins dynamique, moins positive, parce que sinon on va se retrouver avec des gilets jaunes puissance 10. Et c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut en même temps protéger le pouvoir d'achat des concitoyens, bien que là-dessus on a un vrai sujet, et en même temps faire une transition écologique qui permette à nos enfants, à nos petits-enfants aussi d'avoir une planète qui leur permettra de bien vivre comme nous on peut l'avoir. Je suis en fait assez d'accord avec ce que tu dis. Je vais peut-être le nuancer un petit peu, histoire de titiller et de continuer le débat. C'est de se dire que oui, il faut adapter, mais parfois il faudra aussi un peu de sobriété. Il faudra qu'on réussisse aussi à se dire qu'il y a des choses qu'on faisait, qui nous faisaient du bien, qui nous faisaient plaisir, et qu'on va devoir réduire. Je peux penser par exemple à nos vacances à l'autre bout du monde, tous les 4 matins. Oui, là malheureusement, il va quand même falloir réduire. On ne pourra pas tout faire par l'adaptation. L'adaptation va pouvoir nous aider. C'est-à-dire que oui, l'avion consommera moins, polluera moins, et du coup on pourra peut-être le prendre un petit peu plus que une fois dans l'année. Néanmoins, on ne pourra pas continuer sur le même modèle consumériste ou le modèle qui pollue énormément. Il va falloir aussi réinterroger cette question et cette notion de sobriété. Je trouve que climat résilience, le terme résilience est bien adapté. Il va falloir s'adapter. Mais s'adapter, ça peut aussi vouloir se dire consommer un petit peu moins. Parce que passer des 11 tonnes d'émissions de CO2 par habitant à 2 tonnes, malheureusement, l'adaptation ne sera pas suffisamment rapide pour nous le permettre d'atteindre nos objectifs qu'avec de l'adaptation. Il faudra aussi de la sobriété. On aborde depuis le début les émissions de gaz à effet de serre par les mobilités. C'est souvent ça qui est mis en avant, mais je crois que finalement, on nommait un vrai sujet qui est les émissions de gaz à effet de serre par nos achats textiles. Il faut savoir que les achats textiles, c'est l'une des causes principales de nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est vrai que toutes les personnes qui ont dans leur garde-robe 20 jeans, 20 paires de chaussures, 18 t-shirts, etc., quelque part, sans vouloir les stigmatiser non plus, je pense que c'est pas bien de critiquer nos concitoyens, de critiquer les personnes qui ont ces habitudes-là, mais quelque part, ils sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Donc oui, je partage ton avis sur le fait que peut-être il est aussi nécessaire d'acheter moins et d'acheter de meilleure qualité sur certains produits. Totalement, je suis assez d'accord avec toi, et ça vient à la logique justement de l'information du consommateur, le CO2 score qui a priori est passé là dans la loi et qu'on a hâte de voir arriver sur tous nos produits, parce que il faut d'abord savoir, parce que finalement qui sait que son jean pollue énormément, qui sait que certains produits polluent peu en fait finalement. Il faut informer le consommateur, donc CO2 score. Il va falloir aussi de l'information générale sur le recyclage, sur la réutilisation, le réemploi, l'économie circulaire. Enfin, il y a beaucoup de choses à creuser. Il y a encore certains points qui devront arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains jours maintenant, dans vos débats. Effectivement, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à creuser, et aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est beaucoup en avance sur ce sujet-là. Donc, il va falloir qu'on réussisse collectivement à s'adapter. Je voyais une question dans le chat justement sur comment faire de la sobriété quand on est poussé à consommer. C'est toute la question qu'on s'est posée au sein de la Convention citoyenne, effectivement. Et c'est pas pour rien qu'on demandait une régulation forte de la publicité, une nouvelle loi E20, parce qu'effectivement, il faut arrêter de nous pousser à consommer plus, à consommer des choses qui sont encore plus polluantes. Il faut au contraire nous pousser à consommer mieux, à consommer durable, plutôt que une pub pour aller passer nos vacances à Dubaï. Mettons une pub pour passer nos vacances dans la Creuse, plutôt que de nous vendre le dernier iPhone, vendez-nous le Fairphone. Plutôt que de nous vendre ces produits ultra transformés, vendez-nous le primeur du coin. Tout ça se régule, et c'est le rôle de la publicité qui justement est destiné à orienter le consommateur. Il va falloir l'accompagner, ce consommateur, parce que noyé dans ce marasme des publicités, malheureusement, on a du mal à trouver les bonnes informations. Et aujourd'hui, malheureusement, après on verra, le Sénat a encore un rôle à jouer, et peut-être que le texte vous reviendra. Moi, j'espère que pour la publicité, on puisse encore aller un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas cette grande loi E20 qu'à la Convention citoyenne on espérait. Il y a plein de questions, et je crois qu'on aura du mal à répondre à toutes les questions. Mais on va essayer. La France n'avait-elle pas une importante industrie textile dans le passé? Moi, je viens du Choletais. Le Choletais, c'est un territoire qui était un territoire du textile et du cuir et des chaussures. Il y avait des usines de plusieurs milliers de personnes. Dans les années 1990-2000,
on a eu la mondialisation et toutes ces usines-là, elles ont fermé. Et je crois qu'il faut aussi se dire les choses. À un moment donné, mettre aux normes nos usines, ça coûte. Il y a par exemple ce qu'on appelle les Chrome 6, qui sont des produits extrêmement cancérigènes qui servent à la coloration des produits. Ben, comme on les a interdits en France, certaines grandes entreprises ont décidé de partir à l'étranger dans des pays qui autorisaient ce genre de procédés de fabrication qui sont néfastes pour l'environnement. Lorsque vous achetez votre téléphone portable, vous utilisez des terres rares, des métaux rares aussi, qui sont extrêmement polluantes à l'extraction. Et je crois qu'à un moment donné, ce n'est pas non plus à l'État de tout interdire, c'est aussi à chacun d'entre nous, dans nos achats, de faire les bons choix. Grégoire l'a dit, et je partage son avis, reste à nous aussi, politiques, de travailler pour que l'information soit disponible pour les concitoyens, mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut interdire aux concitoyens la consommation, mais que c'est plutôt dans l'éducation et dans l'analyse de chacun de sa propre consommation qu'on arrivera à avancer. Parce que quand on interdit, on crée des tensions. Je crois que la meilleure solution pour une société apaisée, c'est que chacun ait l'ensemble des informations nécessaires pour faire le bon choix. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve rien à redire. Informons le consommateur et effectivement le consommateur fera les bons choix. Moi j'ai confiance dans les Français. Je pense que chacun d'entre nous souhaite mieux faire, mais il faut savoir mieux faire. Et c'est pas pour rien que dans nos propositions de la Convention citoyenne, on a le terme formation qui revient 150 fois, alors que le terme interdiction revient que 100 fois. Parce qu'on n'était pas là pour interdire, on était là pour former les gens. Je pense que le signal donné, il est là, et c'est là effectivement où on devrait pouvoir avancer. Et je pense qu'on sera tous acteurs quand on saura qu'on peut l'être. Et informons-nous, mais il faudrait que le législateur, effectivement, nous donne les leviers pour ça. Il y a Roger Soleil qui dit que mon logiciel est tellement buggé, ou le logiciel des politiques peut-être, je ne sais pas, qu'ils ne se rendent même pas compte, ils sont prêts à abandonner toute morale pour préserver un modèle consumériste entretenu par le capitalisme. Si l'inverse du capitalisme, c'est le communisme, comme il y a eu en Russie dans les années 1950-1970, ben en fait, moi, je ne souhaite pas ce modèle-là. Et en même temps, je ne souhaite pas le modèle américain de l'ultra-consommation. Je crois qu'il faut développer un modèle qui permette d'une part d'assurer à chacun une vie de qualité et d'autre part une protection de l'environnement. Et je crois qu'en France, on a trop souvent le fonctionnement qui consiste à d'avoir une vision manichéenne, tout d'un côté ou tout de l'autre. D'ailleurs, les évolutions importantes qui sont dans notre pays, elles se font pendant des révolutions, on coupe des têtes pour avancer. Là où d'autres pays sont beaucoup plus capables de le faire dans la transition. Et je crois qu'il faut vraiment, sur l'écologie, être dans la transition non dogmatique. Un exemple qui, pour moi, me dérange, c'est celui qui consiste à dire fermons les centrales nucléaires et passons à l'énergie verte. Donc, de toute façon, on ferme les centrales nucléaires et on verra demain si on peut répondre à tous les besoins grâce à l'énergie verte. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Est-ce que le nucléaire est problématique? Je crois que la réponse est oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le nucléaire émet des gaz à effet de serre? Je crois que la réponse est non. Donc, avant de vouloir tout fermer, il faut peut-être se dire on va créer une transition dans le temps avec peut-être quelques constructions de centrales nucléaires pour nous accompagner tout au long de nos difficultés, mais aussi en essayant vraiment, in fine, à la fin, de sortir de toutes ces énergies qui soient soit polluantes d'une part pour les énergies carbonées, soit dangereuses d'autre part pour les énergies nucléaires. On arrive déjà à la fin, et voilà, moi je voudrais vraiment remercier Grégoire et Aurore aussi qui est partie, de t'être prêté à cet exercice assez particulier, parce qu'en plus, tu avais 2 députés en face de toi de la majorité, donc forcément, c'est un peu compliqué. Comment tu as vécu les choses? Est-ce que tu as un dernier mot peut-être? Bah non, mais moi je trouve ça toujours très passionnant et malgré tout, je commence à avoir l'habitude, en tant que citoyen tiré au sort, de traiter avec des parlementaires, donc non, ça va pas impressionné et plutôt à l'aise. Moi je trouve l'exercice plutôt intéressant. J'adore pouvoir faire ce jeu de questions-réponses, c'est-à-dire de mettre du citoyen aux côtés des parlementaires. Je trouve que ça apporte toujours un petit peu plus. Et puis moi j'attends que ça se dissémine, d'en voir d'autres et de voir en tant que viewer d'autres citoyens qui ont été tirés au sort sur d'autres questions participer pareil à ce genre de débat, parce que je pense qu'on a tout à gagner moi j'aime bien finir là-dessus, à remettre du citoyen dans la machine politique. C'est comme ça que on répondra au moins en partie à la crise démocratique de notre pays. Voilà.
Merci à toi, et puis je te dis à bientôt, et puis je reste encore un peu avec le chat pour pouvoir répondre à quelques questions, parce que là on parle du communisme, et je crois qu'on a un vrai bon débat à avoir. Merci à toi, Grégoire. Bon courage, merci à tous. Peut-être à bientôt pour un nouveau stream. Eh ben ouais, n'hésite pas. À bientôt. À bientôt, salut. Hop. Alors là, on a un vrai débat extrêmement intéressant sur l'inverse au capitalisme. Ce n'est pas le communisme, c'est le développement durable. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord sur la notion de développement durable, mais on n'a pas la même vision sur le capitalisme d'une part et le communisme d'autre part. Est-ce que la concurrence est mauvaise pour notre société? Moi, je pense que la concurrence est positive lorsqu'elle est faite dans un cadre qui permette à chacun de respecter des règles. Le problème aujourd'hui de notre société, c'est que quand les règles de la concurrence ne sont pas respectées, on arrive sur des choses qui sont, par exemple, comme l'extraterritorialité des lois américaines. Donc, je pense qu'il y a un vrai équilibre entre, d'une part, ce que moi j'appelle l'ultra-capitalisme, et d'autre part, ce qu'on peut appeler le communisme. Il me semble qu'aujourd'hui, il faut construire un chemin de crête entre les deux qui permette, bien entendu, à nos concitoyens de pouvoir bénéficier d'une économie de marché, donc avec tout ce que ça a de positif, en essayant de casser les effets néfastes de l'économie de marché pour éviter qu'on rentre dans cet ultra-capitalisme qui vise à délocaliser les productions pour avoir des produits beaucoup moins chers, d'ailleurs avec des impacts écologiques très néfastes. Je crois que là, il y a vraiment ça aujourd'hui à construire, sans entrer non plus dans une société qui est gérée uniquement par un État qui a la main sur tout. On voit même d'ailleurs que la Chine, pour ne pas les stigmatiser, les pointer, qui sont dans un état communiste, ils sont un communiste d'économie de marché. Donc, quelque part, rien que déjà cette thématique-là apporte des réflexions. En fait, le communisme, c'est une stratégie, pas comme l'anarchisme, où passe de l'État capitaliste à l'État prolétarien, sans oppression, jusqu'à la disparition de l'État. C'est pour ça que la Chine et l'URSS ne sont pas communistes. Je te rappelle d'ailleurs que l'URSS n'a jamais été communiste, elle était socialiste, Union des républiques socialistes soviétiques, le socialisme étant un passage pour arriver à l'État communiste. Moi, je crois réellement, je pense, peut-être que je me trompe, mais c'est mon opinion et c'est ma vision sociétale, je crois qu'il est nécessaire quand même de laisser à chacun le libre choix de sa vie. C'est-à-dire qu'il faut laisser les personnes entreprendre, créer des risques et avoir les bénéfices de leurs travaux. Néanmoins, il ne faut pas que ça devienne non plus de l'exploitation de l'homme par l'homme avec des délocalisations et des fermetures d'usines juste pour gagner quelques centimes alors que les entreprises sont rentables. C'est vraiment cet équilibre qui est nécessaire. Et d'ailleurs, je crois que l'Europe a été trop fragile pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on a accepté trop facilement des délocalisations à des fins financières sans avoir des règles qui nous permettent de s'assurer que la notion de propriété intellectuelle, que le savoir-faire reste dans nos territoires européens et dans le territoire national. Enfin, voilà mon opinion. Là, on arrive à la fin et je suis désolé parce qu'il est 21h02 et que je dois aller dans l'hémicycle. Ça repartit. Peut-être que vous avez entendu quand ça repart, il y a une petite sonnerie puisque là, je suis dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Il va falloir que j'y retourne. Je vais peut-être faire un raid ce soir. On est 25. Il y a une petite chaîne là qui m'intéresse. Alors, je ne l'ai jamais fait. Je vais l'essayer. Alors, déjà, je vais vous remercier d'avoir tous été présents. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on est avec la secrétaire d'État Sarah El Haïry. On va aborder tous les sujets liés à la jeunesse, donc plein d'autres thématiques qui sont un peu différentes. Je veux vraiment vous remercier à toutes et à tous parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes sur le chat qui sont pas pro La République en marche. Et c'est pas un problème en fait. Moi, je crois vraiment que le débat est important.
Donc, vous avez vos visions, vous avez vos opinions, vous avez su le mettre par écrit sans être agressif, sans avoir des remarques obligeantes. Et rien que pour ça, je vous remercie. Et puis, je vois que certains disent, voilà, je reviendrai. Ben, c'est simple, vous mettez follow sur mon compte. Voilà, je vois qu'il y a Idriss avec plein de sets qui s'est inscrit. Donc, n'hésitez pas à me follow. Et toutes les semaines, on a un petit stream justement sur l'actualité législative, c'est-à-dire tout ce qu'il se passe au sein même de l'Assemblée nationale, au sein même de notre société. Et puis, il faut savoir aussi que parfois, et c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, je pose des questions sur quelles sont les thématiques que vous voulez aborder. C'est-à-dire que si demain vous voulez aborder telle ou telle thématique, là d'ailleurs on a parlé d'une thématique qui a l'air peut-être de vous intéresser, qui est le communautarisme. Voilà, ce sont des thématiques que je peux aborder parce que quelque part, je suis là pour vous répondre, pour échanger avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me follow, que ce soit sur ma chaîne Twitch ou que ce soit sur mon compte Twitter. Toutes les informations y sont. Et voilà. Donc, je vais essayer de lancer le raid. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Et si je fais une bêtise, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Attendez, je vais prendre mon téléphone pour bien mettre le nom. Hop, il est où mon stream là? Que je ne fasse pas de bêtises. Ah, j'ai pas de réseau. C'est terrible, Paris, il n'y a pas de réseau. Et puis il y a le match ce soir, en plus vous avez la chance, vous allez pouvoir voir le match, alors que moi je ne vais pas pouvoir. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui vont regarder le match? Allez le Bayern, vote calé. Alors je vais essayer de lancer. Et vous me dites si ça marche, mais je pense que ça marche et c'est parti. Ben, merci à vous tous et à bientôt.